Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une deuxième vidéo aujourd'hui. On a déjà parlé de tous les détachements et les nouvelles règles d'armée du Codex Eldar dans une vidéo précédente, vous l'avez aussi sur la chaîne. Cette fois-ci, on va parler de toutes les unités. Le codex a changé énormément en termes des règles d'unité, des coups en points. On n'est plus du tout sur le même fonctionnement pour les Eldar. Donc on va passer tout ça en revue. J'ai les vrais coups en points de sortie pour quasiment toutes les unités, mais pas toutes. Il doit en manquer 4 ou 5, notamment la partie Inari, Drukhari. Donc vous m'excuserez de pas tout avoir, mais ça devrait quand même être assez complet et vous donner une bonne vision. Alors déjà pour commencer, on perd un paquet d'unités dans ce codex Eldar. D'abord Karandras, sa figurine, ça vous a pas échappé, elle n'a pas été refaite en même temps que tous les autres seigneurs Phénix. Eh bien il n'est plus dans le codex. Vous perdez aussi Illic Nightspear, le prince Iriel, le conclave Psycharque coureur céleste, puisqu'en fait maintenant c'est une seule unité pour le Psycharque coureur céleste qui peut être plusieurs figurines. L'Autarque coureur céleste malheureusement disparaît aussi. Et parmi les Inari, votre gamme a été globalement un peu abîmée. Vous avez plus le droit d'amener des fléaux, plus de Hélions, plus de Ravageurs, plus de Belluaires, plus aucun des aéronefs, plus de Mandragore, plus de l'élite Esperax. Donc vous avez une sélection d'unités qui est très limitée et on le verra à la fin de cette vidéo, probablement pas vraiment intéressante en fait par rapport aux autres manières de jouer Eldar. Toute la gamme Forge World a dégagé, sauf les gros titans. Le portail de la toile n'est plus là aussi. Maintenant, je pense que la plupart de ces unités seront en légende, sauf, à mon avis, les unités Drukhari que vous preniez en Inari. Je pense que celles-ci, vous pourrez juste plus du tout les aligner. Par contre, le reste, à mon avis, sera toujours dispo en légende. Alors on commence par l'avatar de Kain. Lui il est à 300 points, il a un petit nerf sur son endurance, il passe endurance 11 au lieu de 12, donc ça veut dire que les canons laser et équivalents vont le blesser à 3+ maintenant. Il a gardé globalement les mêmes règles, donc il divise toujours les dégâts par 2 quand on le tape, il donne toujours +1 à l'avance et aux charges sur toutes les unités Eldar qui sont à 6 pouces. Par contre, il a un profil d'attaque qui est différent. Son profil anti-véhicule ou monstre passe force 16 au lieu de force 14. Donc c'est quand même 6 attaques de force 16, PA-4, dégâts D6+2. Et son profil anti-infanterie passe force 8 au lieu de force 7. Toujours PA-2, dégâts 2 avec 12 attaques. Je rappelle que dans le détachement des guerriers aspect, il peut faire son attaque de tir également qui va être à 18 pouces et qui sera dégâts flat 8 au lieu de D6+2. Donc en gros, il a reçu un boost de dégâts avec plus de force, avec un petit peu moins de solidité, mais il a quand même le demi-dégât. Maintenant, là où il va pêcher par rapport à avant, c'est que vous n'avez plus les dés de destin pour lui donner un Overwatch auto, un tir en état d'alerte automatique qui touche sur un 6, qui fait automatiquement 8 dégâts et qui sèche un véhicule à chaque tour. Bon bah ça c'est terminé, donc évidemment il est moins complètement autonome sur un côté de la table, par contre il reste quand même vraiment puissant. On a ensuite Eldrad Ultran, le grand prophète ultime. Alors ses règles ont changé, maintenant il vous donne un point de commandement au début de la phase de commandement quand il est sur la table, au lieu de jeter des D6 additionnels comme indiqué là sur la carte. Et son pouvoir fatalité, vous jetez plus de dés, maintenant il passe toujours, et donc il va toujours donner +1 pour blesser à toute l'armée sur une unité ennemie qui est visible à 18 pouces d'Eldrad. Et ça dure maintenant jusqu'à la prochaine phase de commandement, pas que jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire que pendant le tour ennemi, si vous tirez en état d'alerte, si vous tapez cette unité qui a +1 pour blesser, vous gardez toujours le +1 pour blesser. Donc c'est toujours une bonne unité. À 110 points, il est peut-être un peu cher. Il y a d'autres unités qui vous donneront des CP également de mémoire dans ce codex. Donc à voir si vous l'emmenez ou pas. En tout cas, ça reste une très belle figurine et elle est très cool. Le grand prophète générique, lui, est à 70 points. Il ne peut plus mener le conclave des psycharques, mais ça paraît potentiellement être une erreur, parce que Eldrad, lui, a priori, peut toujours les rejoindre. Alors évidemment, il ne change plus de dés de destin en 6, puisque les dés de destin, ça n'existe pas. Par contre, il change soit le résultat d'un jet de touche, soit d'une blessure, soit d'un dégât en un 6 pour l'unité qu'il mène, une fois par phase. Donc ça reste quand même pas négligeable, mais comme il ne mène que des gardiens défenseurs ou des gardiens de choc, et que ça ne marche pas sur les armes d'appui qui peuvent rejoindre ces gardiens défenseurs, c'est nettement moins intéressant. Il remplace aussi le -1 pour être blessé sur une unité en phase de commandement par un +1 pour toucher sur une unité ennemie à 18 pouces. Donc toute votre armée qui tirera sur cette unité que vous avez désignée aura +1 pour le toucher. Et il peut rejoindre des unités même si vous avez déjà un psycharque qui est ajouté dedans. Si vous avez un psycharque dans vos gardiens, vous pouvez mettre aussi un prophète. Donc pourquoi pas. Ça reste une unité intéressante. Il y a pas mal de détachements qui lui donnent des petits boosts, notamment le conseil des pressions, qui va lui permettre d'avoir une tempête sorcière qui est plus efficace. Donc ça reste une bonne unité. Et puis les buffs qu'il peut donner sont franchement pas mauvais.
Le grand prophète coureur céleste, c'est le même mais sur motojet, alors il change plus les dés de destin en 6 non plus, mais il a la même règle de changer une touche, une blessure ou un dégât en 6 une fois par phase. Il peut mener des psychiatres coureurs célestes ou des gardiens du vent, donc lui clairement le fait de pouvoir changer ça en 6 c'est un petit peu plus intéressant parce qu'il y aura des armes spéciales un petit peu plus fortes. Et puis il va donner aussi -1 pour blesser à une unité ennemie qui est visible à 18 pouces à la fin de la phase de move. Donc vous ciblez cette unité et dès qu'elle essaie de blesser quelqu'un, et ben là -1. Donc c'est très intéressant aussi pour vous assurer que vos unités résistent un petit peu. À 80 points, je pense que celui-là c'est pareil, il est intéressant notamment dans le détachement du conclave des Prescients, mais aussi, pourquoi pas, sur le conclave Spirit, puisque bah, c'est un Psyker, donc il faut qu'il soit à 12 pouces des unités fantômes pour leur donner la règle d'armée, et comme c'est un gros soc sur une motojet, et ben ça fait un bon 12 pouces, et comme il bouge très bien, il pourra toujours aller se positionner là où vous avez besoin de lui. Le Psycharque maintenant, c'est probablement l'unité la moins chère du codex à 45 points. Alors elle a changé de règle, maintenant les unités qui vont charger l'unité que mène le Psycharque ont tout le temps -2 pour charger, donc ça c'est très fort. Et ensuite, il va gagner +1 en force et +1 attaque sur son pouvoir psychique destructeur pour chaque autre Psyker à 6 pouces, pour un maximum de +2. Donc bah, si vous le mettez déjà dans une unité qui a aussi un grand prophète, bah, vous avez déjà un prophète en plus, donc vous êtes déjà sur le destructeur qui passe à force 6, enfin ça sera D6 +1 attaque de force 6, donc bah, potentiellement ça peut se stacker un peu, après ça reste relativement basique comme pouvoir, c'est pas non plus un truc qui va changer la partie. Le conclave des Psycharques, là c'est 55 points les 2 et 110 points les 4, pardon. Ils sont maintenant meneurs pour les gardiens défenseurs et les gardiens de choc, et ils peuvent aussi être rejoints par un grand prophète. D'ailleurs, leur règle spéciale, c'est que s'il y a un grand prophète mène l'unité qu'ils ont aussi rejoint, eh bien ils ont -1 pour être blessés par toutes les attaques ennemies, donc vous avez évidemment envie de les mettre avec un grand prophète, à minima en mettre 2, et puis ça rend une unité plus résistante. Ils ont la même règle aussi qui améliore le pouvoir, le destructeur, donc avec +1 en force, +1 une attaque pour chaque Psyker modèle à 6 pouces de l'unité. On a ensuite le Psycharque coureur céleste, lui il est à 45 points pour une figurine ou 90 points pour 2 figurines, donc ça remplace aussi le conclave de Psycharque coureur céleste, c'est une seule fiche pour les deux. Eux aussi ont ce pouvoir du destructeur et ils gagnent le même bonus, par contre leur règle a changé, maintenant ils donnent systématiquement ignore le couvert à l'unité qu'ils mènent, donc comme ils peuvent mener des gardiens du vent, bon bah pourquoi pas vous gardez votre PA-1 sur les catapultes shuriken jumelées des motos, donc ça peut être intéressant. Le Spirit, lui, bah, vous allez forcément vouloir en jouer quelques-uns dans le détachement chasse fantôme, ou si vous jouez des gardes fantômes. Alors lui, il a discrétion, déjà, ça c'est nouveau, il ne peut plus mener d'unité, maintenant il est juste agent solitaire quand il est à 3 pouces d'une unité fantôme. Ensuite, une fois par tour, durant votre phase de mouvement, après que cette figurine ait commencé ou fini un mouvement, vous pouvez cibler une unité fantôme qui est à 6 pouces de lui, sauf titanesque, donc pas les chevaliers fantômes, et vous donnez touche soutenue à cette unité fantôme contre une unité ennemie que vous avez désignée et qui est visible du Spirit. Donc en gros, au lieu d'avoir touche fatale et +1 pour toucher à l'unité qu'il mène, il va donner touche soutenue sur une unité fantôme à 6 pouces. En phase de commandement, vous avez aussi une figurine fantôme à 6 pouces du Spirit qui peut regagner un des 3 points de vie, ou elle peut aussi regagner une figurine entière si l'unité avait perdu une figurine ou plus. Donc bah là c'est très bien, vous le mettez derrière des gardes fantômes ou des guerriers fantômes, ceux-là ne peuvent plus être joués que par 5 au lieu de 10, donc bah dès que vous perdez une figurine, à la phase de commandement, votre Spirit en ramène une, ou soigne potentiellement un seigneur fantôme ou un chevalier fantôme, donc c'est franchement pas mal non plus. Pour 65 points, je pense que vous allez vouloir en prendre quelques-uns quand vous jouez une armée axée sur les unités chasse fantôme. Azurman, maintenant, on va passer sur tous les seigneurs phénix. Alors Azurman, donc il a sa nouvelle figurine, il a aussi beaucoup de changements. D'abord, ses pistolets shuriken ont perdu la règle touche fatale. Par contre, au lieu d'être force 4, comme indiqué sur la fiche d'unité ici, ils sont passés force 5. Donc on est sur force 5, PA-1, dégâts 2, ce qui tape quand même pas trop mal. Il n'a plus d'invulnérable à 3+, mais maintenant à 4+. Il n'a plus sa règle de tir en état d'alerte gratuit ou du +1 pour toucher sur l'unité qu'il mène. À la place, il gagne un mouvement de 6 pouces après avoir tiré toute l'unité qu'il mène, peut donc bouger, tirer et rebouger. Par contre, évidemment, ils peuvent pas charger après. Et il a aussi une autre aptitude qui fait qu'une fois par bataille, toutes ses armes de tir vont passer dégâts 3 au lieu de dégâts 2, et gagne aussi anti-infanterie 3+, et blessure dévastatrice. Donc ça veut dire que vous avez vos 6 attaques de ces petits pistolets shuriken de poignée,
et qui du coup vont toucher à 2+, vont blesser l'infanterie à 3+, et chaque 3+, fera une blessure dévastatrice, dégâts 2. Donc ça peut faire une petite surprise pour laver une petite unité qui vous embête ou qui essaie de marquer des secondaires ou qui essaie de reprendre un objectif. C'est une petite surprise. Maintenant, à 135 points, il est quand même vraiment très cher. Pouvoir bouger, tirer, rebouger, c'est très bien, mais en Eldar, on a déjà beaucoup de mobilité, alors est-ce qu'on a envie de payer ce prix-là pour une unité de vengeur? Je sais pas. Baharot maintenant, donc celui qui peut mener les éperviers voltigeurs, donc il perd les 2 aptitudes qu'il avait en index, le plus 1 pour toucher, et puis le fait de pouvoir faire un mouvement après avoir tiré. À la place, il a la possibilité de ramener l'unité qu'il mène en réserve à la fin du tour ennemi, si cette unité n'est pas au corps à corps. Et cette unité peut revenir à 3 pouces des modèles ennemis quand vous la repositionnez. Alors, c'est marqué 3 pouces dans le codex, mais c'est évidemment 6 pouces. Ça a sans doute été imprimé avant la dernière passe d'équilibrage qui corrigeait toutes ces frappes en profondeur à 3 pouces en frappe en profondeur à 6. Donc voilà, vous pourrez reprendre votre unité à la fin du tour adverse et la remettre sur la table où vous voulez pour aller scorer ce que vous voulez, sachant que les éperviers voltigeurs ont frappe en profondeur, donc c'est très bien, ça vous donne une unité très flexible. Il va aussi donner à son unité touche critique sur 5 ou plus au tour où il arrive sur la table, et donc comme toute son unité a touche fatale, et ben ils vont faire des touches fatales sur des 5+, à chaque fois que vous les repositionnez. Donc en gros, le gameplay avec Baharot, vous le mettez dans des éperviers, vous les faites tirer, leurs armes ont été bien buffées d'ailleurs, vous les reprenez à la fin du tour adverse, vous les remettez sur la table, ils critent sur des 5, vous les reprenez, etc., etc. Ça va être un peu ça. 115 points, c'est pas donné, mais il a un potentiel de dégâts qui est pas ridicule, et ses règles sont plutôt bonnes. On a ensuite Fuegan qui lui est à 120 points, alors il ne donne plus 1 au jet de touche à son unité, par contre il leur donne 6 pouces à la portée des armes fusion équipées par les figurines. Alors comme les dragons de feu ont des fusils fuseurs qui sont quasiment tous à 12 pouces de portée, et ben ils passent à 18 pouces, ce qui fait que la portée de fusion maintenant c'est 9 pouces et non plus 6, et donc dans certains détachements vous allez pouvoir arriver à 6 pouces, notamment dans le détachement de Noël où vous pouvez débarquer un peu plus près de l'ennemi d'un transport, et ben vous serez à portée de fusion pour faire vraiment d'énormes dégâts. Fuegan perd aussi insensible à la douleur à 5, par contre il garde sa capacité à revenir sur la table sur un 2+, la première fois où il a été détruit. Son arme a également changé, elle est passée touche soutenue 2 sur le profil multi-tir, donc c'est au lieu de touche soutenue D3, donc c'est plus stable, ça peut faire un petit peu moins, mais en général c'est plus stable. Il a aussi gagné assaut sur le profil anti-véhicule, donc qui fait qu'un seul tir, et il a aussi gagné le mot-clé grenade, qui peut toujours servir de temps en temps. Donc c'est une bonne figurine, 120 points c'est cher, les dragons de feu aussi sont chers, par contre quand vous avez cette unité complète, c'est sûr que vous allez détruire littéralement n'importe quel véhicule ou n'importe quel monstre sans aucun problème. Jainzar maintenant, 105 points, elle peut mener les Banshees, elle a plus qu'un seul profil de corps à corps, au lieu d'avoir plusieurs variantes. Ce profil il est unique, c'est 8 attaques qui touchent à 2, force 6, PA-3, dégâts 2, anti-infanterie 3+, donc de toute façon les Banshees c'était des unités anti-infanterie, anti-élite, là elle fera très bien ce travail-là. Elle donne maintenant une avance automatique à 6 à son unité de Banshee, et elle ignore la distance verticale quand elle se déplace. Bon, ça va trop d'intérêt pour une unité infanterie, mais si l'ennemi s'est positionné en hauteur, vous pourrez quand même aller le charger en haut de son bâtiment sans vous poser de questions. Et puis elle a aussi la relance de ses jets de blessures contre les unités personnages. Par contre, c'est que pour elle et pas pour toute son unité, fort heureusement, parce que ça serait beaucoup trop fort. On a ensuite Mogan Ra, lui il est à 100 points, ce qui est pas très cher. Son canon, le Maogetar, lui passe en PA-2. Il a aussi perdu sa règle de donner plus 1 pour toucher et la relance des touches et des blessures sur les unités qui étaient endommagées. À la place, si son unité tire entièrement, toutes les figurines tirent sur la même cible, alors vous jetez un D6 pour cette unité ennemie et un autre D6 pour chaque autre unité ennemie à 3 pouces, et sur 5+, ils prennent un des 3 blessures mortelles. Bon, c'est rigolo, probablement pas incroyable, mais rigolo. Et puis, il a toujours la règle qui force les tests d'ébranlement sur des unités qui ont été touchées, sauf que là, c'est -1 sur le test d'ébranlement directement. Ensuite, on a le nouveau Seigneur Phoenix, ou la nouvelle Seigneur Phoenix, de mémoire, c'est une femme, il me semble. Elle s'appelle Laikis, elle est à 120 points. Donc elle a ce profil type de Seigneur Phoenix, elle bouge à 12, elle est endurance 3, désolé pour la capture, elle est un peu coupée, mais j'ai pas pu trouver mieux. Donc elle a mouvement 12, endurance 3, sauvegarde à 2, invulnérable à 4, 5 PV, commandement 6, OC 1. Elle donne aux araignées spectrales la capacité de charger après que les araignées spectrales aient fait leur mouvement de 24 pouces. Alors ça, c'est juste débile, c'est débile, voilà, enfin, même quand on est joueur Eldar, je pense qu'on est très content d'avoir ça, mais non, enfin, ça c'est des règles qu'il faut pas avoir dans le jeu.
des mouvements de 24 pouces qui permettent ensuite de charger gratos. Ça crée pas de réflexion, c'est pas intelligent. Bon, ok, pourquoi pas. Je pense que vous serez très content de le jouer sur la table si vous êtes joueur Eldar. Si vous n'êtes pas joueur Eldar, bah vous allez en avoir marre de voir une unité d'araignée spectrale avec Lycis, donc systématiquement toutes les parties auxquelles vous jouez pour des alpha strike débiles. Bon, pourquoi pas, allez, on s'amusera, on verra bien ce que ça donne. À la phase de tir, elle a aussi une règle qui fait qu'une unité ennemie qui a été touchée par ce modèle aura maintenant des touches critiques sur 5+, pour tout le reste de votre armée. Donc en gros, vous tirez sur cette unité avec Lycis, parce que c'est spécifiquement ce modèle, pas son unité, et toute l'armée, quand elle tirera ensuite sur cette même unité ennemie, fera des critiques sur ces 5. Donc il faut que votre unité, elle ait soit touche soutenue, soit touche fatale, quelque chose qui se déclenche sur des touches critiques, mais clairement ça peut faire très mal aussi. Au tir, elle est pas mauvaise non plus. Elle a quand même D6 plus 3 tirs à 12 pouces en torrent, donc touche auto. Force 6, PA-2, dégâts 1 et jumelé. Ignore le couvert en plus. Et au corps à corps, elle a 5 attaques qui touchent sur 2+, force 6, PA-2, dégâts 2 avec touche fatale. Et en plus, elle a 5 extra attaques qui touchent à 2, force 4, PA-2, dégâts 1 qui sont touche fatale. Donc ça rigole pas du tout. C'est un très bon Seigneur Phénix et la règle qu'elle donne à son unité est vraiment très très forte. On passe ensuite à l'Autarque, lui il est à 75 points, alors il ne génère plus de points de commandement maintenant, il a plutôt une règle de capitaine Space Marine, c'est-à-dire qu'il réduit le coût d'un stratagème de 1 CP une fois par round. Il permet aussi de relancer les jets d'avance et tous les dés que vous jetez dans le cadre des manœuvres agiles qui sont données dans la règle d'armée Eldar, donc ça c'est très bien aussi. Il peut mener tous les guerriers aspects qui n'ont pas de jetpack, donc tout sauf les éperviers voltigeurs, les lances étincelantes et les araignées spectrales. Sa vouche stellaire est également un petit peu buffée, elle passe à 4 attaques qui touchent à 3, force 6, PA-3, dégâts 3. La lame de Banshee, comme toutes les lames de Banshee dans le codex, va changer aussi. Elle est passée PA-2 au lieu de PA-3, par contre elle est dégâts 2 au lieu de dégâts 1, et anti-infanterie 3+. Donc clairement ça rigole pas du tout sur les armes de Banshee. L'épée tronçonneuse de Scorpion de l'Autarque, il a 7 attaques qui touchent à 2, force 4, PA-1, dégâts 1. Ça, c'est un changement qu'on verra sur toutes les épées tronçonneuses de Scorpion. Elles sont passées force 4, mais elles ont gagné un point de PA. Par contre, il n'a plus les règles qui lui donnent les bénéfices du masque de Banshee ou du Mandy Blaster. Il va juste gagner la règle qui est donnée par l'unité qu'il mène. Donc, s'il est avec les Banshees, il aura frappe en premier. S'il est avec les Scorpions, il aura infiltrateur, etc., etc. C'est à mon avis un très bon leader que vous allez avoir envie de prendre dans beaucoup des détachements de l'armée. À 75 points c'est bien, vous pouvez vraiment choisir son équipement pour qu'il remplisse un rôle très spécifique, c'est une très bonne unité. Vous avez maintenant la variante qui va pouvoir mener les guerriers aspects qui ont des jetpacks ou des téléporteurs, c'est l'Autarque saut de voie, il coûte 80 points, et donc il peut mener les éperviers ou les araignées spectrales. Il n'est plus agent solitaire, c'est plus une espèce de petit assassin qui se balade ou qui fait des secondaires, c'est vraiment un meneur maintenant. Donc il a la même règle que l'Autarque de base, c'est-à-dire qu'il fait moins 1 CP, pas moins 14. Vous noterez la faute de frappe, hein. C'est évidemment moins 1 CP sur un stratagème une fois par round. C'est le même nom que l'aptitude de l'Autarque, donc évidemment c'est soit l'Autarque saut de voie, soit l'Autarque qui le fait une fois par round. Vous pouvez pas cumuler les deux. Et quand vous utilisez un jeton de Battle Focus, alors Battle Focus a priori ça s'appelle Transguerrière en français, donc quand vous utilisez un jeton de Transguerrière sur l'unité du porteur, vous regagnez ce jeton sur un 3+. Il a quasiment les mêmes options d'armes que l'Autarque standard. C'est pareil, c'est une très bonne unité, un très bon meneur. Vous voudrez sans doute en prendre si vous jouez une armée plus mobile. Enfin, c'est pas que l'armée à pied soit pas mobile, mais en tout cas une armée encore plus mobile d'éperviers ou d'araignées spectrales, bah, vous leur mettrez probablement ça si vous voulez pas aller dépenser les points supplémentaires pour leur mettre leur Seigneur Phénix. On passe ensuite aux unités de base. Alors on a d'abord les corsaires, on va passer rapidement dessus. Les corsaires Néantari qui eux sont à 60 points les 5, 120 points les 10. Ils passent commandement 7 au lieu de commandement 6 par rapport à l'index. Des règles qu'on retrouvera un peu partout. Le canon shuriken perd touche soutenue et devient touche fatale. Ça c'est dans tout le codex, je le répéterai quasiment à chaque fois, mais voilà, sachez-le, les canons shuriken passent touche fatale au lieu de touche soutenue. Le neurodisrupteur passe PA-2 dans tout le codex aussi. Le canon fantôme perd les blessures dévastatrices mais passe D6 plus 1 dégâts. Alors attention, cette unité n'a pas la règle d'armée transguerrière, le Battle Focus, donc il ne bénéficie pas des petits mouvements spécifiques. Et par contre, ils ont quand même toujours éclaireur 7 et toujours la relance des 1 ou la relance des touches sur un objectif. C'est pas une mauvaise unité, c'est très customisable et ça vous donne, au lieu d'être une unité très spécialiste comme vous avez surtout dans le codex Eldar, celle-ci elle vous donne un petit peu plus de latitude de jeu parce qu'elle peut gérer plusieurs choses à la fois, donc c'est toujours intéressant.
On a ensuite les corsaires néantis, qui eux sont à 80 points les 5, 160 points les 10. Eux aussi passent commandement 7 au lieu de 6. Ils ont les mêmes changements sur les profils d'armes. Canon Shuriken passe touche fatale au lieu de touche soutenue. Neurodisrupteur passe PA-2. Canon fantôme perd blessure dévastatrice, mais passe D6 plus 1 dégât. Cette unité n'a pas non plus la règle d'armée Battle Focus, transguerrière. Et ils ont aussi éclaireur 7. Par contre, eux, ils ont touche fatale et précision sur une unité ennemie qui a été choisie au début de la bataille. Bon, c'est pareil, c'est une bonne unité. Ils sont un petit peu plus chers. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'ils ratent un jet de sauvegarde, la première fois, une fois par tour, ils remplacent les dégâts par 0. Donc vous sauvez une figurine à chaque fois. Ils peuvent avoir ignore le couvert sur toute l'unité et potentiellement une sauvegarde invulnérable à 4 sur une figurine sur laquelle vous pouvez essayer de tanker des gros dégâts. Donc c'est une très bonne unité. Et en plus, elle a le mot-clé Psyker sur une de ses figurines, ce qui fait que par exemple en chasse fantôme, vous allez donner quelques boosts ou en conclave dépression, vos stratagèmes qui se déclenchent sur des unités à 9 pouces des Psykers vont pouvoir être déclenchés ici par cette unité aussi. On a ensuite les guerriers aspect. Alors on commence par celui qui est bizarre, c'est le chasseur écarlate. Et oui, il a bien le mot-clé guerrier aspect. Donc si vous le jouez dans le détachement aspect, il gagne la relance des touches de 1 ou la relance des blessures de 1. Il n'a par contre pas la règle d'armée de transguerrière. À part ça, il est complètement inchangé, c'est les mêmes options d'armes, c'est toujours un volant, il est toujours pas stationnaire, donc pas très intéressant. À 150 points, je pense pas qu'on le verra beaucoup sur les tables, parce que bon, c'est une très belle figurine, mais dans cette édition, les volants, c'est vraiment pas ça. On a ensuite les faucheurs noirs, qui eux sont à 90 points les 5, 180 points les 10. Leur lance-missile Eldari a subi un petit boost, a reçu un petit boost, il est passé force 10, dégâts D6 sur son gros profil, donc un petit peu plus violent. Le lanceur faucheur est aussi passé force 10 et il a gagné la règle lourd, donc si vous bougez pas, vous touchez à 2+. Et le profil anti-infanterie a aussi gagné la règle lourd, par contre il est passé force 4 au lieu de mémoire force 5. On retrouve ici aussi le canon shuriken qui passe de touche fatale, qui passe de touche soutenue à touche fatale. Et sur tous les guerriers aspect, vous verrez que vous avez cette règle maintenant des jetons de sanctuaire aspect. Donc quand vous allez assembler vos figurines, vous avez des espèces de petites statues dans la grappe plastique que vous pouvez coller sur des socles. Ça, c'est vos jetons de sanctuaire aspect. Vous en avez un par tranche de 5 figurines, donc 2 maxi. Et vous pouvez les cramer, soit dans le détachement aspect pour booster des stratagèmes, soit naturellement, vous pouvez dépenser un de ces jetons pour changer soit une touche, soit une blessure, en 6 automatiques. Donc c'est toujours très intéressant, ça vous fait 2 touches ou 2 blessures réussies dans la partie, sans payer de points en plus, donc c'est très bien. Et leur règle d'unité, c'est toujours le fait d'ignorer les modificateurs à la capacité de tir et au jet de touche à chaque fois qu'ils attaquent quelqu'un. Donc c'est une unité qui est toujours très stable, qui est plutôt, je pense, anti-élite que anti-véhicule, vraiment. Mais ça reste un bon choix, et puis avec Mogandra, ils sont en plus un petit peu meilleurs encore, donc c'est très bien. Les Vengeurs Lucubres, eux, sont à 75 points les 5, 150 points les 10. Donc les catapultes Shuriken ont perdu touche fatale sur leur profil, ce qui est un peu dommage. Par contre, elles passent à 4 attaques au lieu de 3, donc vous allez vraiment faire beaucoup de saturation, puisque sur une unité de 10, vous faites 40 tirs de force 4, PA-1, dégâts 1 à 18 pouces, ce qui est pas ridicule. L'Exarque a quelques autres options, la lame funeste, elle est passée à 4 attaques au lieu de 3, touche à 3, force 4, PA-2, dégâts 1, elle perd par contre blessure dévastatrice, ça c'est un truc que vous verrez sur quasiment tout le codex, blessure dévastatrice ça a dégagé sur quasiment tous les profils d'armes. Les Eldar c'était ceux qui avaient le plus de blessures dévastatrices partout, ils les ont retirés de quasiment toutes les fiches d'unité, on le retrouve vraiment plus sur grand chose, donc ça à voir l'effet que ça aura sur le jeu, parce que ça faisait quand même des dégâts automatiques une fois sur 6, ça c'est terminé. La vouge énergétique que peut prendre l'Exarque passe maintenant PA-3 au lieu de PA-2. Donc ils ont aussi perdu leur règle de tir en état d'alerte améliorée, ils pouvaient tirer en état d'alerte sur 5 ou sur 4 si c'était sur un objectif. À la place, ils vont avoir touche soutenue quand ils tirent sur un ennemi à mi-portée, donc à 9 pouces, donc il va quand même vraiment falloir se rapprocher. Mais sur 40 tirs avec touche soutenue, vous allez quand même aller chercher un certain volume. Et le jeton aspect, parce que eux aussi l'ont, ça leur permet, comme tous les guerriers aspect, de changer une touche ou une blessure en 6 auto. Ils ont toujours un jeton par tranche de 5 figurines. À ce prix-là, honnêtement, je les trouve pas mal, ça vous fait quand même une bonne unité de troupes, un petit peu supérieure aux gardiens défenseurs si vous voulez une version un petit peu plus costaud. Moi je les trouve bien, maintenant ils sont pas incroyables, ça a jamais été les guerriers aspect les plus puissants, mais bon, je pense qu'ils ont leur rôle à jouer dans ce codex. On a ensuite les dragons flamboyants, c'est 100 points les 5, 200 points les 10, ils sont très chers. Je rappelle que Fuegan est à plus de 100 points aussi, donc si vous voulez le pack complet, vous êtes à plus de 300 points sur cette unité pour seulement 11 figurines.
dont 10 qui n'ont qu'un PV, enfin 9 qui n'en ont qu'un PV et l'Exarch qui en a 2. Leur règle a changé. Avant, ils avaient la relance des 1 pour toucher et blesser contre les monstres et les véhicules. Maintenant, ils ont la relance de toutes les touches et toutes les blessures et tous les dégâts quand ils tirent sur des monstres ou des véhicules. Ça veut dire que, en gros, quand vous allez tirer sur n'importe quelle unité qui est leur cible de prédilection, vous allez la déboîter sans vous poser aucune question. Maintenant, ils ont aussi gagné les jetons aspect, ce qui fait que vous pouvez en plus changer une touche ou une blessure en 6 auto par jeton. Je rappelle, un jeton par tranche de 5 figurines. Et puis, ils ont quelques profils d'armes différents. L'Exarch qui pouvait porter une hache, et bah cette hache a son profil de combat. C'est 3 attaques qui touchent à 3+, force 6, PA-4, dégâts D6. On a aussi de nouveaux profils de tir pour les armes de l'Exarch. Son fusil à fusion, il a le même profil, sauf qu'il est fusion 6 au lieu de fusion 3. Et il peut avoir un pistolet à fusion qui lui fait une attaque à 6 pouces, qui touche à 3, force 9, PA-4, dégâts D6, qui est assaut, fusion 3, pistolet. Donc c'est le fusil à fusion, mais en portée 6 au lieu de portée 12. Donc c'est une excellente unité. Vous allez, je pense, systématiquement vouloir l'embarquer dans un transport pour vous assurer de pouvoir l'emmener à portée de tir, ou alors vous allez dépenser vos jetons de transguerrière pour vraiment les faire foncer, puisqu'ils ont assaut partout sur l'intégralité du codex, l'intégralité de leurs armes de tir. Donc vous allez, je pense, vouloir les faire les cacher et les faire foncer pour se coller à un véhicule, et le véhicule n'a aucune chance de survie sur une unité de 10, il n'y a juste pas moyen, ça va mourir, ça va exploser, vous allez tout relancer, vous ferez probablement de la full touche, ou vous raterez pas de touche. En blessure, vous ferez au moins la moitié de vos blessures, et ensuite, les dés de dégâts, vous allez tous les relancer avec une PA-4 qui fait que si l'adversaire n'a pas d'invulnérable, il disparaît. C'est une unité qui va systématiquement laver ce sur quoi elle tire. Par contre, c'est quand même 200 points, et il y a quand même beaucoup de véhicules qui ne coûtent pas 200 points, donc il va falloir leur trouver une deuxième utilisation après ça, et c'est pas dit qu'ils survivent au retour de tir. On a ensuite les Banshee qui elles aussi ont été bien boostées, c'est 90 points les 5, 180 points les 10, elles ont toujours l'avancée charge, elles ont les jetons sanctuaire aspect, donc un jeton par tranche de 5 figurines pour faire des touches ou des blessures auto à 6. Maintenant, tous leurs profils d'équipement ont été changés. D'abord, leurs lames de Banshee ont perdu une attaque, c'est plus que 2 attaques. Par contre, elles sont anti-infanterie 3+, elles sont passées PA-2 au lieu de PA-3, mais elles sont dégâts 2. Donc ça veut dire que vous allez saigner les profils Space Marine sans vraiment vous poser de questions du tout. Le Triskel que peut avoir l'Exarch est aussi passé en anti-infanterie 3+, mais force 3, PA-1 au lieu de force 4, PA-2. Vous avez aussi l'exécuteur de l'Exarch qui a gagné anti-infanterie 3+, il est plus que 3 attaques, par contre c'est force 6, PA-3 maintenant. Les épées miroirs, 4 attaques, force 4, PA-2, dégâts 2, au lieu de 6 attaques, force 4, PA-3, dégâts 1. Et le Triskel au corps à corps, c'est maintenant 6 attaques de force 3, PA-1, dégâts 1, au lieu de 5 attaques de force 4, PA-2, dégâts 1. Donc au global, vous allez avoir moins d'attaques, avec un petit peu moins de PA sur toute l'unité, mais par contre vous êtes dégâts 2 partout. Donc vous êtes nettement plus efficace sur la plupart des figurines type marine, et puis vous êtes aussi anti-infanterie 3+, donc de toute façon la force de vos armes, vous vous en tamponnez, puisque vous allez envoyer cette unité que contre de l'infanterie, vous la blesserez toujours à minima à 3+, et vous allez la saigner avec dégâts 2. Je pense que c'est plutôt un buff. En plus, elles peuvent toujours avancer et charger. Je rappelle que si vous leur mettez Jainzar dans l'unité, elles ont une avance auto à 6, donc ça veut dire qu'elles ont un mouvement de 14 plus une charge à 7, et donc ça vous fait globalement une espèce de charge auto à 20-21 pouces, en plus de la charge auto à 24 pouces plus charge des araignées spectrales. Alors c'est des packs qui coûtent très cher, mais ça veut dire que dans à peu près n'importe quelle armée, si vous avez envie, pour environ 500 points d'armée, vous avez une espèce d'alpha strike contre laquelle l'adversaire ne peut pas du tout se prémunir. Je rappelle que vous pouvez empêcher l'adversaire de vous tirer dessus en état d'alerte pour un jeton de Battle Focus. Donc vous pouvez faire 2 charges, tour 1, aller impacter des unités que vous voulez cibler, les défoncer parce que c'est vos cibles principales sur lesquelles vous avez envie de cogner. C'est un gameplay qui est pas forcément super intelligent. Par contre, je pense que ça va faire très peur à l'adversaire et il y a vraiment aucun moyen de se prémunir de ça, hein. Même en vous déployant à la limite de votre bord de table, en vous éloignant le plus possible, vous de toute façon vous vous ferez charger, vous n'avez pas le choix. Donc c'est très très compliqué à esquiver et on verra comment ça se maintient dans le temps et comment ça s'équilibre derrière, parce que c'est vrai que ça risque de pas être très amusant à jouer contre.
Les lances étincelantes maintenant, 120 points les 3, 240 points les 6, c'est ultra cher. Par contre, elles ont été assez boostées. Alors c'est des guerriers aspect, mais qui n'ont pas de jetons de guerrier aspect, eux, donc ils n'ont pas le 6 à la touche auto ou le 6 à la blessure auto, a priori. Par contre, leurs lances laser ont été boostées, elles sont passées dégâts 3 au tir et au corps à corps, au lieu de dégâts 2, donc ça c'est très bien. En mêlée, ils sont aussi passés anti-monstre et anti-véhicule 3+, avec en plus lance, donc ça veut dire que si vous tapez de l'infanterie, vous avez toujours le +1 pour blesser, et si vous tapez sur des monstres ou des véhicules, vous blessez sur 3+, sachant que c'est quand même des attaques AP à -2, dégâts 3, ça rigole pas beaucoup. Toutes leurs armes de corps à corps sont passées force 5 au lieu de force 4, ce qui est très bien sur de l'infanterie, parce que du coup des marines, vous les blesserez à 2+, avec ce type d'attaque. La sauvegarde invulnérable, par contre, ne peut plus passer à 4 ou plus. Avant, si vous avanciez ou vous chargiez, vous aviez une invulnérable qui passait à 4. Maintenant, elle reste à 5. Et ils perdent aussi leur règle de -1 pour être touchés. Par contre, en échange, ils ignorent la distance verticale quand ils bougent. Ce qui veut dire que c'est des unités volantes. Elles sont montées, donc elles traversent pas les murs. Mais normalement, quand vous mesurez le mouvement d'unité volante, vous mesurez du socle jusqu'à le point le plus haut où ils doivent passer, puis jusqu'au point le plus bas pour redescendre. Là, vous ignorez toute cette distance, donc ça veut dire qu'en gros, vous bougez à travers les ruines, comme une infanterie. Vous me corrigez si je me trompe, mais ça veut dire que globalement, c'est une unité de motojet qui passe à travers les ruines à 14 pouces gratos sans utiliser de stratagème, donc ça c'est très très bien, et je pense que ça va les rendre nettement plus jouables. C'était quand même des gros socs, c'est des grosses motojets, je pense que ça sera pas plus mal de les avoir à traverser les murs. Vous me corrigerez si je me trompe ou si j'ai mal interprété, mais pour moi c'est bien ça que ça veut dire. On a ensuite les Scorpions, 75 points les 5, 150 points les 10, c'est pas très cher pour des guerriers aspect, d'autant plus qu'ils ont gagné Scout 7, donc éclaireur 7, ils ont gardé Infiltrateur, donc ça les rend particulièrement efficaces, ils sont toujours en sauvegarde à 3+, avec une invulnérable à 5. Leur règle d'unité est maintenant de gagner des critiques sur les 5+, quand ils chargent, au lieu d'avoir blessures dévastatrices sur les unités qui sont ni monstres ni véhicules. Donc là encore, vous perdez les blessures dévastatrices quasiment partout dans le codex. Mais critiques sur 5+, quand toutes les épées tronçonneuses ont touche soutenue, bon bah c'est très bien, ça va vous faire chercher plusieurs attaques supplémentaires. D'autant plus que les épées tronçonneuses sont maintenant passées PA -1 au lieu de PA 0. Donc bah là c'est pareil, ça va cogner un peu. La pince de Scorpion a aussi un peu changé de profil, elle est plus touche soutenue, elle est plus 4 attaques, elle est 3 attaques, par contre elle touche à 3+, et elle est jumelée au tir, donc c'est pas trop mal. La lame mordante, elle passe à 4 attaques au lieu de 5, par contre elle passe PA -3, dégâts 1, au lieu de PA -1, dégâts 2, donc vous allez beaucoup mieux pénétrer les armures de petites infanteries, qui est de toute façon ce sur quoi vous avez envie de cogner quand vous êtes des Scorpions. L'Exarque a aussi une nouvelle option d'armes qui sont les sabres tronçonneurs, ou sabres tronçonneuses. C'est 5 attaques à 3+, force 4, PA -1, dégâts 1, touche soutenue et jumelée. Et ils ont aussi les jetons sanctuaire aspect, donc un jeton par tranche de 5 figurines, qui peuvent changer le résultat d'une touche ou d'une blessure en 6 automatiques. Ça reste une très bonne unité, les éclaireurs et infiltrateurs, rien que pour ça, de toute façon, ça vaut le coup, parce que ça veut dire que vous pouvez les mettre très en avant de manière exposée. Si vous avez le tour 1, vous avancez avec votre mouvement scout et vous faites une charge, ou vous vous posez sur un objectif et vous scorez quelque chose, ou vous allez faire du bloqueur de mouvement, même si à 150 points ça fait cher le blocage, ou si vous n'avez pas le tour 1, vous utilisez votre mouvement d'éclaireur pour vous recacher dans une ruine, ou vous prémunir de vous faire charger par l'adversaire. Donc la règle combinée infiltrateur et éclaireur, ça va toujours très très bien ensemble, et en plus ils ont discrétion, donc -1 pour être touché avec une sauvegarde à 3, donc ils sont pas ridicules en termes de résistance non plus, c'est une très bonne unité. Les araignées spectrales, ça on va les voir partout, on les voyait déjà partout, on va encore plus les voir. 95 points les 5, 190 points les 10, elles sont très chères, mais elles sont toujours très fortes. Elles ont toujours la capacité de bouger de 24 pouces au lieu de 12 pouces. Par contre, ça les empêche de charger, sauf si vous avez l'Aikis dans l'unité, mais leur règle qui fait qu'elles pouvaient prendre des blessures mortelles a changé. Avant, vous jetiez 1 dé pour l'unité, vous preniez une blessure mortelle sur un 1. Maintenant, c'est 1 dé par figurine. Ce qui veut dire que vous avez quand même beaucoup plus de chances de perdre des figurines dans l'unité. Vous jetez le dé sur un 1 sur un D6 pour chaque figurine, vous prenez une blessure mortelle. Donc ça sera un petit peu plus risqué d'aller faire votre mouvement de 24 pouces, mais ça vaudra quand même quasiment toujours le coup. Alors, les Tismor ont perdu blessure dévastatrice, par contre ils sont passés ignore couvert et PA -1, ce qui, ça participe des changements du codex, vous avez plus de blessure dévastatrice partout. Le Tismor de l'Exarque, lui, est passé force 6, PA -2, au tir, bien sûr. Les armes énergétiques de l'Exarque sont maintenant 5 attaques au lieu de 3 attaques, et elles passent touche fatale et jumelée, donc là ça va mouliner un petit peu, et puis l'Exarque peut aussi décider de virer
toutes ses armes de tir pour à la place avoir que des armes énergétiques. Dans ce cas-là, il est 10 attaques, touche à 3+, force 4, PA-2, dégâts 1, jumelé et touche fatale. Donc si vous voulez un exarque de corps à corps pour accompagner Laikis au corps à corps, et ben vous pouvez. Donc là encore, hein, on peut se dire que cette charge auto à 24 pouces avec Laikis dans une unité de 10, ça va quand même vous coûter quelque chose comme 310 points. Et puis finalement au corps à corps, il y a vraiment que l'Exarch et Laikis qui vont taper, hein, les autres sont pas efficaces au corps à corps. Par contre, vous aurez quand même nettement avoiné au tir. L'Exarch a quelques options d'armes supplémentaires. Et puis vous avez toujours ces jetons de sanctuaire aspect pour faire des touches ou des blessures auto à 6. Donc un jeton par tranche de 5 figurines. C'est une très bonne unité, je pense qu'elle sera toujours jouée. Soit vous les prenez par 5 pour aller faire des secondaires avec votre mouvement de 24 pouces pour reprendre un objectif à l'adversaire quand il a décidé de s'en aller et l'empêcher d'utiliser ses règles de sticky, ou alors vous allez marquer des secondaires avec, ou alors vous prenez carrément une unité de 10 et vous y allez en mode méga lance-flamme, PA-1 in your cover, et puis vous essayez de laver tous les packs d'infanterie possibles et imaginables, et quand vous avez vraiment besoin d'aller très loin, vous faites, avec Laikis en tout cas, vous faites votre charge auto à 24 pouces, mouvement de 24 plus charge, donc vous avez une portée effective d'à peu près 30-31 pouces, ce qui est monstrueux. On a ensuite les éperviers voltigeurs, 85 points les 5, 170 points les 10. Ils ont aussi les jetons sanctuaire aspect, un jeton par tranche de 5 figurines qui remplace une touche ou une blessure en 6 auto. La serre de l'épervier de l'Exarch a été boostée, elle est maintenant force 6, PA-2, dégâts 2. Par contre, elle perd la règle assaut, elle est toujours touche fatale par contre. L'Exarch peut aussi choisir de prendre un rayonneur laser maintenant. Tous les rayonneurs laser sont passés touche soutenue 1 dans tout le codex. Ou il peut prendre un pistolet solaire qui est 2 attaques à 12 pouces, touche à 3+, force 4, PA0, dégâts 1, assaut et touche fatale. Leur règle d'unité a aussi changé, c'est plus bouger et tirer, ça c'est Baharroth qui leur donne, enfin tirer et ensuite bouger, ça c'est Baharroth qui peut leur donner. Maintenant à la place, vous ciblez une unité ennemie à 8 pouces dès que vous avez fait un mouvement normal d'avance ou de repli, ou quand vous arrivez sur la table, et pour vous jetez un dé pour chaque modèle épervier voltigeur, et sur chaque 4+, vous faites une blessure mortelle sur un max de 6. Par contre, vous ne pouvez pas en plus utiliser le stratagème grenade, puisque cette unité a le mot-clé grenade. Donc c'est très bien, c'est-à-dire que vous les faites arriver, si vous avez une unité de 10, en stade, vous allez faire 5 ou vos 5 ou 6 blessures mortelles, si vous avez de la chance, sur une unité gratos, et c'est très bien, hein, vous allez bien vous amuser. Et puis du coup, on rappelle que si vous mettez Baharroth avec, vous pouvez les reprendre à la fin du tour adverse, et les redéployer en frappe en profondeur à 6, ce qui fait que vous serez bien à 8 pouces de l'ennemi, et donc vous allez pouvoir arriver à côté de l'unité ennemie, lui mettre tranquillou 4 ou 5 blessures mortelles, et puis ensuite l'avoiner avec de la petite saturation touche fatale, donc c'est pas du tout une mauvaise unité. On passe ensuite aux gardiens. Alors on a les gardiens défenseurs qui eux sont à 100 points. Tous les gardiens dans le codex et les unités pilotées par les gardiens, donc certains véhicules, les marcheurs et autres, sont passés commandement 7 au lieu de 6, ce qui n'est pas visible sur cette fiche puisque c'est une capture de l'index. Vous pouvez toujours leur mettre leur petite plateforme asservie, leur plateforme d'armes, qui du coup va avoir un rayonneur laser qui lui va du coup passer touche soutenue, ou un canon shuriken qui du coup va passer touche fatale au lieu de touche soutenue. Leur nouvelle règle, c'est ils ont plus ce côté de générer les dés de destin. À la place, ils peuvent faire des replis stratégiques sans utiliser le jeton de transguerrière de Battle Focus. Donc ça veut dire que quand vous vous faites tirer dessus, vous pouvez vous replier d'un des 6+1. Ils seront très bons dans l'host de bataille gardien, puisque je rappelle que si l'ennemi ne les tue pas intégralement, s'il vous reste même une seule figurine de gardien, vous pouvez à la fin du tour adverse reprendre cette unité, la soigner intégralement et à votre tour la remettre depuis les réserves. Donc ça va être particulièrement intéressant. Ça reste une bonne unité, ils sont pas chers pour 10 figurines et la plateforme d'armes lourdes. Ça fait de la saturation de catapulte shuriken qui est loin d'être ridicule aussi. Ça tire moins que des vengeurs bien sûr, mais ça peut avancer et tirer. Vous avez cette plateforme avec quelques armes lourdes qui sont pas mauvaises. Et en plus, comme on va le voir tout de suite, vous pouvez leur attacher maintenant une plateforme de soutien. Les gardiens de choc, eux, ils sont à 100 points, les 10 aussi. Ils sont aussi commandement 7. Ils ont toujours leurs règles de sticky objectif, donc l'objectif reste sous votre contrôle même quand vous en partez, sauf quand l'adversaire vous le reprend, mais maintenant il vous le reprend à la fin ou au début de n'importe quelle phase, pas au début ou à la fin de n'importe quel tour. Donc c'est plus facile pour l'adversaire de vous reprendre l'objectif si vous faites n'importe quoi. Ça reste une unité qui est très maigrelette comme potentiel de dégâts, hein. C'est une unité qui est faite pour aller au corps à corps, sauf qu'ils ont 2 attaques de force 3, PA 0, dégâts 1.
Ils ont quelques armes spéciales, hein, les fusils à fusion de gardiens ou le lance-flamme Eldar sont pas mauvais, hein, ça fait quand même un peu de dégâts, mais bon, c'est pas incroyable. Et puis vous allez sans doute vouloir leur mettre la plateforme avec le bouclier serpent, là, pour une sauvegarde invulnérable à 5, pour que ça résiste au moins d'ici à ce qu'ils arrivent au corps à corps. Là encore, vous les verrez sans doute beaucoup dans le détachement basé sur l'os de bataille des gardiens. C'est pas une mauvaise unité, vous allez essayer d'engluer l'ennemi, mais bon, c'est pas très résistant, donc je sais pas à quel point vous engluez beaucoup. Je pense que l'idée, c'est plus de les envoyer charger sur l'ennemi, mettre beaucoup d'OC, et puis essayer de bloquer un peu l'adversaire comme ça, le temps que le reste de votre armée rattrape ou aligne l'ennemi avec plus de tirs. On a maintenant du coup les armes d'appui, donc ça c'est des plateformes que vous pouvez ajouter à une unité de gardien, ou vous pouvez juste la jouer comme ça toute seule. Donc évidemment, quand vous la mettez dans l'unité de gardien, elle compte comme ayant une endurance de 3, vous pouvez pas décider que l'ennemi tire que sur la plateforme jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Vous avez donc 3 variantes, maintenant c'est plus des choix d'armes. Vous avez la variante avec le canon à distorsion qui coûte 125 points, c'est très cher. Elle peut évidemment pas embarquer dans un transport si elle accompagne des gardiens. Elle donne comme règle la relance des jets de dégâts de 1 ou tout le jet de dégâts si cette arme tire sur une unité titanesque. Évidemment, ce bonus n'est que pour cette arme d'appui spécifiquement. Ce canon à distorsion a perdu lourd, donc il a plus le plus 1 pour toucher quand il bouge pas, mais ça reste quand même un des 3 tirs de force 16, PA-4, dégâts D6 plus 2, tir indirect, blessure dévastatrice, ça rigole pas du tout, et sachant qu'en host gardien, cette plateforme va aussi gagner plus 1 pour toucher, quand elle attaque une unité sur un objectif, donc elle va toucher à 2+, ce qui est quand même pas négligeable non plus. C'est une bonne arme à mettre, par contre 125 points, vous êtes plus cher que l'unité de gardien qu'elle rejoint, donc à voir si vous avez vraiment envie de la mettre dans une unité de gardien ou la laisser toute seule tranquille. On a ensuite l'arme avec le tisseur de ténèbres, celle-ci est à 60 points seulement, là encore elle peut rejoindre les gardiens et autres. Elle n'a plus blessure dévastatrice sur son tisseur de ténèbres. Il est toujours déflagration, tir indirect, c'est toujours D6 plus 2 tirs, force 6, PA-1, dégâts 1. La règle est un petit peu changée. Maintenant, c'est si vous tirez sur une unité avec ce tisseur de ténèbres, l'unité ennemie qui a été touchée, enfin une des unités ennemies qui a été touchée est entravée, et donc ils vont subir une blessure mortelle sur un 1 sur un D6 s'ils bougent à leur phase de mouvement. Donc en gros, s'ils bougent, qu'ils font une avance ou un fallback, vous jetez un dé, s'ils font un 1, ils prennent une blessure mortelle. C'est ultra anecdotique, ça fera jamais grand chose, mais bon, si vous tirez sur une unité qui lui reste 1 PV, avec un peu de chance, elle se finira toute seule en bougeant. Pas très intéressant, je trouve. On a ensuite le vibrocanon à 75 points, donc là encore, toutes les mêmes règles de plateforme, elles sont infanterie, elles rejoignent les gardiens, elles peuvent pas embarquer dans les transports, etc. Le vibrocanon est passé force 9 au lieu de force 8, et ensuite, à la phase de tir, à chaque autre vibrocanon qui tire sur la même cible, eh ben, il va donner plus en force, plus en PA, plus en dégâts au tir suivant. Donc si vous tirez avec un premier vibrocanon, vous êtes force 9, PA-1, dégâts 2. Par contre, si vous tirez sur la même unité avec un deuxième vibrocanon, eh ben, ce canon sera force 10, PA-2, dégâts 3. Si vous tirez avec encore un autre vibrocanon, vous serez force 11, PA-3, dégâts 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si vous sortez des vibrocanons, vous en sortez pas qu'un. Je pense que vous faites un peu 3 ou 4, bah vous en prenez que 3, parce que c'est le maximum. Vous prendrez 3 plateformes pour essayer de vous donner quelques boosts là-dessus. Ça n'a pas trop d'intérêt de le jouer tout seul, parce que sa règle spéciale n'a pas de combo avec grand-chose. Au global, ces plateformes, pourquoi pas, je les trouve pas incroyables, je les trouve chères pour juste une arme et quelques tirs. Maintenant, ça peut rajouter un peu de punch, surtout si vous jouez plutôt dans le détachement des gardiens, ça va leur donner un petit peu plus de répondants au tir, ce qui est pas ridicule. Donc on a maintenant les gardiens du vent, c'est 80 points les 3, 160 points les 6, ils sont limités à 6 figurines, ils sont passés commandement 7, ils sont passés sauvegarde à 4 au lieu de 3, par contre ils ont gagné une invulnérable à 6. Leur règle spéciale est a priori pas la bonne sur celle qui est ici, ils ont en fait maintenant la relance des touches dès qu'ils tirent sur l'unité, sur la cible la plus proche. Et évidemment sur leur profil d'arme, le canon shuriken n'est plus touche soutenue, mais touche fatale. Et ils peuvent prendre aussi le rayonneur laser qui lui du coup est devenu touche soutenue 1. Bon, c'est pas une mauvaise unité pour le prix, ça va très vite, 14 pouces, ça occupe bien les objectifs avec OC2, et puis n'oubliez pas que si vous leur mettez, de mémoire c'est le grand prophète, je crois, à moto, qui va leur permettre d'avoir des 6 autos sur un jet de touche, et donc d'aller chercher automatiquement le touche fatal, le touche soutenu, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant.
On a ensuite les Rangers qui eux sont à 80 points les 5, 160 points les 10. Ils sont passés commandement 7 au lieu de 6 comme les autres gardiens, sinon l'unité n'a pas changé. Ils ont toujours infiltrateur, toujours discrétion, toujours un mouvement réactif d'un des 6 pouces quand l'ennemi s'approche à 9. Ils ont toujours l'invulnérable à 5 contre le tir, des fusils de sniper dégâts 2. Ça reste une bonne unité qui peut occuper un peu la table, empêcher l'ennemi de s'approcher trop près, et puis sniper quelques petits personnages par-ci par-là, ce qui n'est pas négligeable non plus contre certaines armées. Maintenant, les Rangers sur les motojets, on a les coureurs Mirage, 80 points les 3, 160 points les 6. Ils sont aussi passés commandement 7 au lieu de 6. Ils ont perdu la règle qui leur permettait de donner touche fatale contre l'unité qu'ils ciblaient. Maintenant, quand ils ont tiré sur une unité ennemie, s'ils l'ont touchée, cette unité ne peut plus avoir le bénéfice du couvert pour le reste de la phase. Donc, c'est-à-dire que le reste de votre armée peut tirer sans malus de PA, ce qui est vraiment très bien. Le long fusil touche maintenant sur 2+, alors qu'il était de mémoire sur 3+ avant, et puis vous les prenez par 3 ou 6 figurines. Là encore, pas une mauvaise unité. Si vous avez envie d'enlever le bénéfice du couvert, vous avez cette petite unité qui peut faire éclaireur 9 plus un mouvement de 14, donc aller rapidement se mettre sur un objectif et mettre 6 dossés, donc pas si facile à reprendre, avec discrétion pour pas se faire shooter en dehors de la table en 3 secondes, et retirer le couvert sur votre phase de tir. Il y a plein de petites interactions très bien avec celle-ci. On passe ensuite aux véhicules. Alors on a le Faucon qui lui aussi est passé, ou le Falcon, j'ai toujours appelé ça un Falcon moi. Il est passé commandement 7 au lieu de 6. Il peut toujours transporter 6 figurines, hors les Drukhari Inari ou les figurines avec jetpack, sachant qu'évidemment les unités fantômes prennent 2 places. Il a gagné frappe en profondeur, ce qui est très bien, et sera aussi très bien dans le détachement de Noël Lost blindé, puisqu'il y avait quelques règles qui permettaient d'arriver en frappe en profondeur plus près de l'ennemi, etc. Donc là vous allez pouvoir arriver plus près, plus débarquer, plus faire des trucs, donc c'est pas mal. Et puis, comme d'hab, le canon shuriken, passe touche fatale, le rayon laser, passe touche soutenue. Il a toujours sa règle de soutien qui permet de relancer le jet de blessure contre la cible. Beaucoup moins intéressant pour des dragons de feu, du coup, puisqu'ils ont déjà cette relance contre les monstres et les véhicules. Mais par contre, si vous faites débarquer, par exemple, des gardiens ou certains guerriers aspects de tir, là, vous allez en plus la reroll des blessures, ce qui est très bien. C'est une bonne unité à 130 points, un bon tank. Je pense que c'est pas les plus endurants, les véhicules Eldar, 12 PV, endurance 9. Par contre, ça bouge quand même de 14, et le volume d'armes potentiel est loin d'être ridicule. On a ensuite le Serpent, qui lui est du coup plus transport que tank qui tire. Alors, de manière amusante, il a un PV de plus que le Falcon, peut-être parce qu'il a son espèce de bouclier. Il a aussi une sauvegarde invulnérable à 5, il a aussi -1 pour être blessé si la force des tirs est supérieure à son endurance, donc si la force est de 10 ou plus, ce qui veut dire qu'il ne sera jamais blessé que sur du 4+, c'est très bien. Et puis il a les mêmes changements d'armes, c'est-à-dire canon shuriken, passe touche fatale, rayon laser, passe touche soutenue, et il peut transporter 12 figurines, toujours. C'est pareil, un très bon transport, il est pas donné, 115 points, pour 15 points de plus vous avez un Falcon, mais vous transportez beaucoup plus d'unités. Donc si vous aimez jouer des gros packs de guerriers aspects, et que vous n'avez pas envie que vos véhicules se fassent défoncer trop rapidement, et ça c'est quand même assez costaud, et ça va faire le travail. Et puis vous avez quand même quelques armes de tir qui sont loin d'être négligeables, donc c'est encore un très bon véhicule, sachant qu'en plus le châssis est plutôt petit par rapport aux différents véhicules qu'on a aujourd'hui dans plein d'armées, c'est le même châssis, la même coque que depuis 20 ans, donc le modèle passe toujours très bien visuellement, mais du coup il n'est pas très gros par rapport à d'autres véhicules, donc c'est plutôt intéressant aussi. Par contre vous noterez, celui-là n'a pas gagné frappe en profondeur par rapport au Falcon. Le prisme de feu maintenant à 160 points, lui aussi passe commandement 7, le canon shuriken passe aussi touche fatale, son profil de tir diffus passe PA-2 au lieu de PA-1, ce qui donne un petit peu plus envie, c'est le profil qui a déflagration qui fait 2d6 touches, donc PA-2 ça commence à faire un peu mal. Par contre il y a un petit nerf, si vous tirez avec, vous savez que vous pouvez utiliser ce véhicule, vous pouvez utiliser la ligne de vue d'un prisme de feu pour tirer avec un autre prisme de feu, donc si vous avez 2 prismes qui se voient, vous pouvez tirer sur une cible que seul un des 2 prismes voit, mais avec vos 2 prismes de feu. Ça c'est toujours très bien, mais là du coup si vous faites ça, le profil focus ne peut tirer qu'avec une seule attaque au lieu de 2, donc vous pouvez plus autant faire de dégâts en multipliant les prismes. Après la règle était rigolote sans être forcément hallucinante pour les lignes de vue, mais c'était quand même très utile. Bon là ça réduit un petit peu l'efficacité, et puis il a toujours sa règle de relancer un jet de touche et relancer un jet de blessure, donc c'est quand même un tank qui reste très stable sur ses dégâts, sachant qu'il est dégâts 6 pur, c'est pas un D6 plus quelque chose, donc la stabilité est là, et c'est vraiment très bon.
160 points par contre, c'est un peu cher. Est-ce qu'on préférera pas plutôt avoir des tanks qui tapent un tout petit peu moins fort et puis s'en remettre plutôt à des guerriers aspects pour aller faire le nettoyage des véhicules? À voir. Moi je pense que ça reste une option qui est très jouable. Le tisseur de nuit maintenant, 190 points, lui il est vraiment super cher et j'avoue que je ne sais pas trop pourquoi. Il est passé commandement 7 au lieu de 6. Le tisseur de nuit est passé PA-1, mais il a perdu blessure dévastatrice. C'est toujours 1 des 6 plus 3 tir, touche à 3+, force 7, PA-1, dégâts 2, avec déflagration, tir indirect et jumelé. Alors peut-être que c'est encore un côté Games Workshop tape sur le tir indirect. Je sais pas trop. En plus, le malus qui était donné quand vous étiez touché par le tisseur de nuit, ça vous donnait -2 au mouvement, -2 à l'avance et -2 à la charge. Maintenant, c'est plus que -2 au mouvement et à la charge, plus à l'avance. Donc c'est encore un peu moins bon. Je sais pas pourquoi c'est aussi cher par rapport au potentiel de dégâts et ce que ça fait. Je pense que c'est juste tir indirect, donc coûte plus de points. Un peu dommage parce que là, je le trouve pas très intéressant personnellement. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, les Vipers, et je dis les parce que maintenant elles peuvent être jouées par des unités de 2, une ou deux. C'est 65 points le modèle, 130 points les deux. Ils sont aussi passés commandement 7, et leur règle est maintenant de donner -1 pour toucher sur une unité ennemie qui a été touchée. Donc en gros, elle est un peu secouée. Vous lui tirez dessus avec la Viper, et ensuite quand cette unité ennemie tirera, eh bien elle aura -1 pour toucher. Elle a toujours une grosse sélection d'armes qui sont toutes très bien, avec les mêmes changements du rayonneur laser qui a touche soutenue, ou du canon shuriken qui touche fatale. Il y a toujours du potentiel de dégâts, et il y a plein de détachements dans lesquels les Vipers vont être vraiment cool. En chevaucheur du vent, notamment, elles sont bien boostées, puisque vous pouvez les reprendre à la fin du tour et les redéployer sur des unités de 2. Ça peut être vraiment cool. On a ensuite le marcheur de guerre à 95 points pour un modèle ou 190 points les deux, parce que vous pouvez les jouer par 2 figurines. Ils sont aussi passés commandement 7. Leur sauvegarde invulnérable a été réduite, elle est plus de 4+, elle est de 5+. Ils ont perdu leur -1 pour être blessés, et à la place, quand ils ont touché une unité ennemie, toute l'armée Eldar aura +1 à la PA contre cette unité. Donc là, vous regardez un petit peu, vous mettez des marcheurs de guerre et vous mettez des petits motojet rangers. Les motojet rangers et le marcheur de guerre tirent sur la même cible, il suffit que vous la touchiez, elle a plus le couvert, et en plus vous avez PA +1 sur tout le reste. Donc il faut quand même que votre armée soit un petit peu toute focalisée sur un seul flanc, mais vous allez, je pense, avoir des gameplays pas ridicules d'enveloppement. Vous allez, avec ces combos-là, complètement nettoyer un flanc en réduisant les sauvegardes ennemies à quasiment que dalle, et ensuite vous allez pouvoir continuer à reprendre le reste de la table petit à petit. Il y a vraiment des gameplays, des combos intéressants à faire entre ces unités, c'est vraiment pas mal. Moi je trouve que c'est pas une mauvaise unité, ça reste un véhicule qui bouge moins vite que les autres chez les Eldar, mais il est quand même à 10 pouces, il a la règle d'armée, donc il a le droit au petit mouvement bonus de Battle Focus. Vous pouvez les jouer par 2, la sélection d'armes est loin d'être ridicule aussi, c'est un peu comme une Viper finalement. Donc vraiment, non, pas de mauvaise unité, là ça cogne toujours fort, après ça que endurance 7, 6 PV, ça peut voler assez vite, mais bon, l'invulnérable à 5, ça permet toujours de se protéger pas si mal. Et puis éclaireur 9 pouces là-dessus, ce qui fait que c'est pareil, vous pouvez les placer quand même très en avant de votre armée. Ils sont aussi boostés dans Lost de gardien, donc c'est pas mal du tout. Maintenant, on va passer aux unités fantômes. On a les guerriers fantômes qui, eux, sont à 170 points. On ne peut plus les jouer que par 5, plus d'unités de 10. Ils sont passés commandement 8 au lieu de 6. Ils sont passés endurance 6 au lieu de 7. Et ils n'ont pas la règle d'armée du tout, sauf si vous les jouez dans le détachement Conclave Spirit et que vous avez un Psyker pas loin. Maintenant, ils ont aussi quelques petites modifications. D'abord, si vous avez un Psyker à 12 pouces, il passe du coup commandement 6, et ils ont aussi +1 pour toucher, donc ils touchent à 3 au lieu de 4. Vous pouvez toujours avoir des sauvegardes invulnérables à 4+, avec leurs espèces de petits boucliers. Et puis, leur règle de combattre en mourant se déclenche maintenant sur un 3+, non plus sur un 4+. Donc vous avez beaucoup plus de chances de réussir à frapper si jamais vous vous êtes fait prendre. Et en plus, vous avez maintenant un choix entre soit 5 attaques de force 5, PA-2, dégâts 2, soit 3 attaques de force 7, PA-2, dégâts 2. Donc vous avez le choix en termes d'équipement pour aller plutôt laver du Space Marine ou pour aller plutôt laver, on va dire peut-être du custo ou du profil un petit peu plus costaud. Personnellement, je pense que les épées fantômes sont plus intéressantes. Parce que 5 attaques tout simplement et que vous touchez de base qu'à 4+, donc si jamais vous n'avez pas de Psyker à côté, plus vous avez d'attaques et plus vous avez de chances de faire quelque chose, et la force 7 contre force 5 c'est pas un palier super intéressant sur l'infanterie ou l'élite que vous allez aller chercher en guerrier fantôme. Maintenant à voir, évidemment, je suis sûr que les deux auront leur cas d'usage. Ça reste une unité qui est solide, qui tank bien, hein, 2+, 4+, c'est profil custo, hein. Concrètement c'est ça en fait, hein, c'est des custodes, endurance 6, 3 PV, sauvegarde à 2, vulna 4,
sauf que ça tape un petit peu moins bien et que ça coûte nettement moins cher. On a ensuite les gardes fantômes, 170 points les 5, c'est les mêmes changements de profil, commandement 8, endurance 6, vous pouvez toujours les jouer que par 5. Maintenant, ils ont toujours pas la règle d'armée, sauf dans le conclave spirit. Ils peuvent se replier et tirer, ce qui est très bien pour eux, vous pouvez pas vraiment les bloquer au corps à corps. C'est un petit peu moins bien que la capacité de riposter quand on leur tire dessus, ça c'est clair. Et puis ils ont aussi le plus 1 pour toucher quand ils sont à 12 pouces d'un Psyker. On voit que c'est des unités, vous allez tout le temps les jouer avec des Psykers à côté. Sauf si vous décidez de leur mettre la faux à distorsion, parce que maintenant elle est torrent. Donc elle est D6 touches auto, de force 7, PA-3, dégâts 1. Donc dégâts 1, dommage sur ce type de profil, en même temps dégâts 2 ça aurait peut-être été un peu fort. Le canon fantôme reste toujours très fort, un tir force 14, PA-4, dégâts D6 plus 1 au lieu de D6. Ils ont par contre perdu blessure dévastatrice sur cette arme-là. Donc là, les deux profils sont maintenant, je pense, assez jouables. Si vous n'avez pas de Psyker à côté et que vous n'avez pas le plus 1 pour toucher, ben, dans ce cas-là, vous les prévoyez à l'avance en sachant que vous n'aurez pas de Psyker et vous leur mettez plutôt les lance-flammes. Et puis si vous savez que vous allez avoir le Psyker, vous allez toucher à 3+ avec vos canons fantômes. Et donc vous allez avoir 5 tirs force 14, PA-4, dégâts D6 plus 1. Vous avez quand même toutes les chances de sortir un véhicule quasiment à chaque phase de tir. Et l'ennemi peut pas vraiment vous coincer au corps à corps. Ça reste une unité très très cool, je trouve. Le Seigneur Fantôme maintenant, il est à 140 points, ce qui est pas trop cher. Endurance 10, 10 PV, sauvegarde à 2, c'est loin d'être ridicule. Il est aussi commandement 8, mais passera à 6, il est à 12 pouces d'un Psyker, et il gagnera plus 1 pour toucher aussi. Donc là c'est pareil, c'est le genre d'unité où vous avez envie de leur mettre une unité Psyker à côté, parce que la touche à 4 sur un truc à 140 points, c'est un peu dur. Maintenant il a la relance des touches et des blessures de 1, contre les monstres, l'infanterie, les montées ou les véhicules, vous choisissez en fait un de ces mots-clés au début de la bataille et vous gagnerez la relance des 1 pour toucher et des 1 pour blesser pendant toute la partie sur ce type-là. Donc si vous équipez votre Seigneur Fantôme en anti-véhicule, et ben vous choisissez le mot-clé véhicule, ou si vous affrontez des tyrannides, vous choisissez monstre, et puis go, sachant que ça marche au tir et au corps à corps aussi. Il est un petit peu moins résistant qu'avant du coup, mais par contre il peut facilement toucher à 3+, avec plein de relances, donc c'est franchement c'est une bonne unité aussi toujours, et puis de toute façon si vous jouez le Conclave Spirit avec des guerriers fantômes, vous allez vouloir en mettre quelques-uns de celui-là. Le Chevalier Fantôme maintenant, il a été découpé en deux, alors lui je n'ai pas les points, je sais juste qu'il est à plus de 400, donc on doit être aux alentours de 400, 410, 415 points, il est en 2 fiches séparées, une qui tire, une qui tape, ils ont quasiment changé intégralement en termes de règles. D'abord, il a maintenant la possibilité de toujours passer au-dessus des unités ennemies tant qu'il ne s'arrête pas à portée d'engagement, passer au-dessus des terrains qui font 4 pouces ou moins de haut, mais vous pouvez aussi maintenant traverser les ruines tout court, comme un chevalier impérial. Par contre, dans ce cas-là, vous jetez un dé sur un 1, vous êtes ébranlé. Donc c'est comme les chevaliers impériaux et chevaliers du chaos de mémoire. Donc c'est très bien parce que ça veut dire que c'est beaucoup plus maniable. Il n'a pas les debuffs des unités fantômes, il n'a pas besoin d'un Psyker à 12 pouces, lui. Il a la règle d'armée, il touche à 3+, et il a son commandement à 6. Une autre règle spéciale, c'est que chaque tir sur l'unité à mi-portée va vous permettre de relancer le nombre d'attaques. Sachant que vous avez quand même le canon solaire à D6 plus 4 tirs, déflagration, qui du coup vous allez pouvoir relancer le D6 si vous êtes à 24 pouces, ou le canon fantôme lourd qui fait D3 tirs, si vous êtes à 18 pouces, vous allez pouvoir le relancer. Donc attention, ce canon fantôme lourd a perdu la règle déflagration, ce qui n'avait aucun sens sur cette arme-là, de toute façon, qui est clairement anti-véhicule. Et puis le canon solaire, lui, est passé, au lieu d'être à 2d6 tirs, il est à d6 plus 4, ce qui est beaucoup mieux, et il est déflagration et force 10 au lieu de force 8. Maintenant, le bouclier rayonnant qui vous donnait la sauvegarde invulnérable, c'est lui qui vous donne le -1 dégâts. Vous avez plus le -1 dégâts systématiquement sur le chevalier fantôme. Vous avez -1 dégâts que si vous prenez le bouclier rayonnant, ce qui du coup vous empêche de prendre certaines armes. Donc ça c'est un peu dommage. Ça veut dire que concrètement, vous allez peut-être pas vouloir mettre l'invulnérable sur ce modèle-là parce que vous allez vouloir avoir plus d'armes de tir. À voir, c'est vous qui verrez comment vous voulez l'équiper. En tout cas, je trouve que c'est une bonne unité. Maintenant, j'ai pas le coût en points exact. Je sais juste que c'est au-delà des 400 points ou autour des 400 points. Donc, ça reste très très cher. Mais bon, le potentiel de dégâts est quand même ultra violent. Donc, à voir. Est-ce que ça vaut le coup? J'ai du mal à le juger, celui-là. Vous avez maintenant le chevalier fantôme avec sabre spectral. Pareil, il sera aux alentours des 400 points. De mémoire, celui-là est moins cher. A priori, de ce que j'ai compris, il est moins cher que celui qui tire. Lui, il a une autre règle, c'est qu'il peut pas être ébranlé. Il peut passer à travers tout le terrain, toutes les unités ennemies tant qu'il s'arrête pas à portée d'engagement, et il peut juste pas être ébranlé, donc c'est encore mieux. Il peut charger à travers des ruines sans aucun problème, aucun souci. Donc ça, c'est au top.
Il a la règle d'armée aussi, commandement 6, il touche sur son 3+, donc il n'a pas besoin d'un Psyker à côté. Lui, il a aussi le bouclier qui va lui donner l'invulnérable à 4 et le -1 dégâts quand on l'attaque, donc ça, celui-là, je pense qu'on lui mettra toujours. Et puis, ses armes de tir ont subi les mêmes modifications que la fiche d'unité précédente, sachant que son arme de corps à corps, le sabre spectral, c'est soit 5 attaques qui touchent à 3, force 18, PA-3, dégâts 6, ou 15 attaques qui touchent sur 3+, de force 8, PA-2, dégâts 2, donc ça rigole pas du tout au corps à corps, ça va faire très très mal. Je pense que pareil, ça dépend du coup en points, mais aux alentours de 400 points, ça va peut-être être un peu cher pour une unité qui fait que du corps à corps et bon, pas que du corps à corps, mais du corps à corps avec un peu de tir, des tirs forts, mais un peu de tir quand même. À voir, maintenant le fait qu'il passe à travers les ruines, ça change aussi la donne, donc il faudra voir ce que ça donne. Le chasseur fantôme Conium, je m'attarde pas, 160 points, complètement inchangé, il n'a pas accès à la règle d'armée. Voilà, je pense pas qu'il était vraiment joué avant, je pense qu'il sera toujours pas joué non plus. On passe maintenant aux unités Harlequin. On a le bouffon tragique qui coûte 90 points. Son canon hurleur a changé, il n'a plus blessure dévastatrice, hein, ça vous surprend pas, quasiment tout le monde a perdu blessure dévastatrice dans ce nouveau codex. Par contre, il est passé PA -2. Vous pouvez en prendre un seul par armée, sauf si vous jouez le détachement Harlequin. Ça sera vrai de tous les personnages Harlequins, sauf le Coryphée de mémoire. Non, même le Coryphée aussi d'ailleurs, je crois. Vous pouvez en prendre que un par armée, pas 3, sauf si vous jouez le détachement Harlequin. Il a la ceinture qui lui permet d'ignorer la distance verticale quand il se déplace. Ça, tous les Harlequins auront cette règle-là, je le répéterai pas, je pense. Dès que vous faites un mouvement normal d'avance, de repli ou de charge, vous ignorez la distance verticale. Donc ça sert pas à grand-chose dans plein de cas, mais si jamais vous avez besoin de charger une unité qui est en haut d'une ruine, et ben vous irez la chercher sans payer la distance verticale, donc c'est très bien. Il a gardé ses mêmes 3 buffs à la phase de tir, jusqu'à la fin de la phase, vous choisissez soit ignore le couvert, soit précision, soit touche soutenue 3. Et puis il a un test d'ébranlement, qui maintenant ne marche plus contre les monstres et les véhicules par contre, donc si vous attaquez une cible ennemie et que vous tuez au moins un modèle, cette unité doit faire un test d'ébranlement et il est à -1, sauf que ça marche pas contre les monstres et les véhicules. Ça reste un bon personnage. Il est toujours agent solitaire, il bouge à 8, il a la règle d'armée, donc il a droit à tous les petits tricks de mouvement que vous pouvez faire pour vous déplacer plus vite, prendre des objectifs, etc. Il peut potentiellement faire assez mal à des unités d'infanterie, surtout avec le touche soutenu 3. De mémoire, dans le détachement Harlequin, il y a un truc qui lui permet de déclencher ça de manière assez violente aussi. Donc voilà, c'est un bon personnage, toujours. Celui-là, je pense qu'on va avoir envie de le jouer, peut-être même pas qu'un seul, dans le détachement Harlequin. Le prophète de l'ombre, a priori 60 points, il a gagné discrétion, par contre il ne donne plus discrétion à son unité et il ne donne plus avancée charge non plus, malheureusement. À la place, il donne agent solitaire à 18 pouces à l'unité qu'il mène. Les armes ennemies vont aussi avoir à risque quand elles attaquent l'unité du porteur au corps à corps. Donc ça c'est fun. Probablement pas incroyablement fort, mais fun. Et puis ensuite, on a les mêmes changements sur quasiment toutes les fiches Harlequin et Eldaris, c'est-à-dire le neurodisrupteur passe PA -2, et le pistolet à fusion, bah, lui ne l'a pas, mais dans toutes les armes Harlequin, le pistolet à fusion est passé dégâts D6 au lieu de dégâts D3. Donc c'est pas une mauvaise unité. Maintenant, par rapport aux autres choix de personnages Harlequin, je sais pas si c'est celui-là qu'on aura envie de prendre. Le solitaire, 115 points, lui aussi il ignore les distances verticales, on peut en prendre qu'un par armée sauf dans le détachement Harlequin. Il a gagné discrétion par rapport à avant, il a toujours combat en premier, toujours agent solitaire. Par contre, son invulnérable est passé à 4+, au lieu de 3+, et il ne peut pas être votre seigneur de guerre. Ça reste un très bon personnage, qui bouge très vite, qui frappe en premier, va laver n'importe quel personnage ennemi sans se poser de questions, sauf peut-être des gros primarques. Il peut avancer et charger. Globalement, vous vous poserez jamais de questions, vous l'envoyez comme un missile, il zigouille quelque chose, et en détachement Harlequin, vous pouvez en plus le faire revenir automatiquement, je crois, la première fois qu'il meurt, sur un stratagème. Donc ça veut dire que bah, vous l'envoyez comme un missile, il se fait tuer au tour ennemi, vous le remettez sur la table, et à votre tour, il va retuer un deuxième personnage, et là, quand il est mort, par contre, il reste mort. Donc c'est un vrai danger. 115 points, c'est pas donné, mais il va très bien jouer son rôle. Le Coryphée, ou Troop Master en anglais, lui va coûter 75 points, son neurodisrupteur passe PA -2 comme partout ailleurs dans le codex, le pistolet à fusion passe dégâts D6 comme partout ailleurs dans le codex. Par contre, ses armes de mêlée sont toutes passées dégâts 2 et blessure dévastatrice. L'arme spéciale est passée à 6 attaques, la lame de Coryphée par contre est descendue de 6 à 5 attaques. C'est intéressant, tout le codex perd blessure dévastatrice sauf les Harlequins et certaines armes de corps à corps. En tant que règle spéciale, il donne un mouvement d'engagement et de consolidation de 6 pouces à l'unité qu'il mène.
et ils n'ont pas forcément besoin de se diriger vers la figurine la plus proche, tant qu'ils bougent vers l'unité la plus proche. Donc ça, c'est une différence qui paraît risible, mais dans certains cas, ça permet, avec ce mouvement de 6 pouces, d'aller engager une deuxième unité, ou d'aller se positionner de manière un peu intelligente. Donc à voir, c'est souvent anecdotique, mais ça peut avoir son intérêt, on va dire surtout pour des joueurs de tournoi quand même. Et puis il se donne à lui-même la relance des touches de 1, et il se donne aussi plus 1 pour blesser, pas à son unité, que à lui. Mais ça reste quand même assez violent, hein, parce que on voit quand même qu'avec ses armes, il va le plus 1 pour blesser et la relance des 1 sur des volumes d'attaque comme ça, c'est pas ridicule du tout, donc c'est un très bon personnage pour mener une troupe, ou des troupes si vous jouez le détachement Harlequin. En parlant de troupes, donc vous êtes à 85 points quand vous en prenez 5, vous êtes à 205 points quand vous en avez 12, et j'ai plus le chiffre en tête quand vous en avez que 10. Le pistolet à fusion, comme partout sur les Harlequins, est passé dégâts D6, pas dégâts D3. Le neurodisrupteur est passé PA-2 au lieu de PA0. Les lames d'Harlequin sont passées PA-1 au lieu de PA0. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et elles ont gagné blessure dévastatrice, comme toutes les autres armes de mêlée des Harlequins. Leur règle a changé. Vous avez plus 1 pour blesser quand vous chargez, mais vous choisissez maintenant soit la relance D1 à chaque fois que vous attaquez, soit plus 1 pour blesser, soit -1 pour être touché. Et c'est pas quand vous chargez, c'est juste systématiquement, comme ça, quand vous êtes au corps à corps, au début de la phase de combat. Donc c'est une bien meilleure règle, puisque vous avez retrouvé le plus 1 pour blesser, mais en plus vous pouvez le faire au tour adverse, et vous pouvez choisir de prendre autre chose si ça vous arrange. Ils ont aussi la ceinture qui leur permet d'ignorer la distance verticale, c'est les mêmes options d'armes, c'est une très bonne unité, que vous vouliez jouer en Eldari classique ou le détachement Harlequin, franchement ça dépote, à ce prix-là, ça peut vraiment faire extrêmement mal. Alors certes, les attaques de corps à corps vont être globalement de force 3, mais avec les blessures dévastatrices et le plus 1 pour blesser, ça rigole pas trop, hein. On a ensuite les tisseurs célestes qui sont les motojets plutôt potentiellement corps à corps ou tir, vous choisissez des Harlequins. Ils ont un peu boosté la vouge Zéphyr, peut-être pour rendre les bolas moins auto-choix. Donc vous avez la vouge Zéphyr qui est passée force 6, PA-2, dégâts 2. Par contre, ils ont perdu leur règle de faire des blessures mortelles quand ils survolent une unité. À la place, ils ont juste -1 pour être touchés au tir et en mêlée. Bon, ça simplifie le truc. Pourquoi pas, moi je trouve pas que ce soit une mauvaise unité. Ça bouge à 14, c'est au C2, ça cogne un peu au tir, ça cogne un peu au corps à corps. Bon, ça va être vos unités pour aller scorer en Harlequin, c'est très bien. Le tisseur stellaire, 80 points, il est passé au C2 et n'a aucun changement à part ça. Ça, c'était le transport, hein, Harlequin. Il n'y a aucun autre changement, à part le canon shuriken qui passe touche fatale au lieu de touche soutenue, hein, comme dans tout le codex. Mais sinon, pas de changement. Ils sont juste passés au C2, ce qui est très bien, parce que c'était bizarre qu'ils soient au C1 par rapport à d'autres transports et d'autres véhicules un peu de la même taille. Donc voilà, ça reste un bon transport, ça tire un peu, c'est pas mal. Le tisseur du néant, qui est lui plutôt la version de tir de ce même véhicule. Donc lui aussi, il est toujours au C2. Par contre, son canon prismatique a perdu en portée. Il est passé à 24 pouces au lieu de 36 pouces. Il a gagné la règle discrétion, donc -1 pour être touché au tir. Et puis il ne cause plus de test d'ébranlement. Par contre, il est devenu agent solitaire à 18 pouces. Donc ça, c'est une bonne petite plateforme de tir quand même. Parce que vous collez à 24. Vous pouvez shooter, et puis soit l'adversaire doit s'approcher pour vous tirer dessus, mais il pourra peut-être pas faire s'approcher toutes les figurines, et donc du coup, il y a que certains modèles qui pourront vous tirer dessus. En plus, il aura -1 pour vous toucher, donc c'est pas mal. Franchement, je trouve que celui-là, il reste très bien. Maintenant, le choix entre le canon prismatique et le canon Haywire, je sais pas trop. Les deux sont intéressants dans les deux cas. Si vous affrontez des véhicules, le canon Haywire avec les blessures dévastatrices anti-véhicule 4+, c'est pas ridicule, mais le canon prismatique avec ses 2 tirs, force 12, PA-3, dégâts flat 4, c'est pas ridicule non plus, donc le choix va être compliqué. On passe maintenant au Zinari. Alors on commence par l'incarne. Là, sa fiche a beaucoup changé. Celle que vous voyez sur la droite, c'est celle de l'index. Elle est plus à jour. Elle va valoir 250 points. Elle a gagné l'aptitude frappe en profondeur maintenant, ce qui est très bien. Par contre, elle ne divise plus les dégâts ennemis par 2. À la place, elle va se soigner de 1 des 3 points de vie quand elle tue une unité. Elle ne peut plus se téléporter à la place d'une figurine amie détruite. Maintenant, si c'est une unité qui a été détruite, elle ne peut plus le faire que pendant le tour adverse, pas pendant le tour du joueur qui est en train de jouer. Le potentiel de dégâts est toujours là, ça cogne toujours aussi fort, hein, vous avez toujours ces profils d'attaque qui dépotent, hein, 5 attaques, force 12, PA-4, dégâts D6 plus 1, ça rigole pas du tout. La possibilité de se soigner sur ces 12 PV endurance 10 avec sauvegarde à 2, 1 vulna 4, ça rigole pas non plus du tout. Et puis la frappe en profondeur, ça va vous permettre de l'amener potentiellement en arrivée précipitée, et puis de la faire charger là où vous voulez, ou juste d'aller la positionner quand vous voulez sur le champ de bataille, dès que vous avez une unité qui a été détruite. Je pense que ça reste quand même une unité qui est très forte.
Yvrain maintenant, elle coûte 100 points. Alors, son aptitude qui permettait de ramener des figurines ne peut pas ramener les armes d'appui. Ça, c'est parce qu'elle peut mener des gardiens dans lesquels on pouvait avoir les armes d'appui. Donc, c'est juste précisé qu'elle peut pas soigner les armes d'appui, sinon c'est un peu fort. Par contre, au lieu de ramener que un des 3 figurines, elle ramène des 3 plus 1. Donc, toujours minimum 2. Pourquoi pas? Elle donne plus insensible à la douleur à 5+ sur l'unité qu'elle mène. À la place, elle donne la relance des blessures au corps à corps contre une unité qui est engagée avec son unité à elle. Donc ça c'est bien parce qu'elle peut mener des incubes ou elle peut mener des sérastes qui au corps à corps tapent quand même pas si mal. Et donc la relance des blessures au corps à corps avec ça, ça va faire un peu du dégât. Elle a perdu frappe en profondeur. Elle ne peut plus mener d'unité harlequin. Par contre elle peut mener les corsaires, les incubes, les gardiens, les sérastes, des cabalites. Elle est potentiellement dangereuse, je pense, avec des incubes qui relanceraient toutes les blessures. Par contre, attention, dans le détachement Inari, c'est bien précisé, vous ne pouvez pas l'inclure si vous avez d'autres héros épiques non Inari. Donc vous pouvez pas mettre Yvrain et l'Avatar ou des Seigneurs Phénix avec Yvrain. Donc si vous jouez Inari, de toute façon, il vous faut soit Yvrain, soit l'Incarne. Et si vous la prenez, vous pouvez pas jouer d'autres persos épiques. Donc le détachement Inari, par défaut, vous limite quand même pas mal sur les personnages nommés que vous pouvez inclure. On a ensuite le Vizark qui lui coûte 90 points. Il a gagné 3 profils de corps à corps. Il en a un qui est 8 attaques, touche à 2, force 4, PA-1, dégâts 1 avec touche soutenue 2. Donc là on est plutôt pour nettoyer des petits cordons pas très solides. On a la posture de dueliste qui elle c'est 6 attaques, 2+, force 5, PA-2, dégâts 2 avec blessure dévastatrice et précision. Donc là on est sur de l'anti-Space Marine. Et ensuite on a la posture mythique qui elle est anti-héros épique 2+, précision. C'est 4 attaques qui touchent à 2, force 3, PA-4, dégâts 3. Donc la force 3 on s'en fiche puisque le but c'est d'aller taper sur des héros nommés que vous blesserez sur 2+. Vous le mettez face à Guilliman, il le blesse sur 2+, PA-4, dégâts 3, avec 4 attaques. Bon c'est rigolo, la plupart des persos épiques auront une invulnérable, donc la PA-4 va peut-être pas être si intéressante que ça, mais c'est quand même pas ridicule. Il donne aussi combat en premier à son unité. Il peut rejoindre une unité si Yvrain y est déjà attaché, donc vous pouvez vous faire un méga pack d'incubes avec Yvrain qui frappe en premier et relance toutes les blessures. C'est pas ridicule, et en plus du coup dans le pack, Yvrain gagnera un insensible à la douleur à 4+, puisqu'il donne ça aux autres personnages de l'unité dans laquelle il est. C'est pas ridicule, c'est pas un mauvais personnage du tout, et je pense que si vous voulez jouer Inari, de toute façon, vous avez envie de le sortir, puisque c'est un des personnages importants de toute cette arc narratif, donc c'est sûr que vous avez envie de le jouer, je pense. On a ensuite les unités Drukhari. Alors je n'ai pas les coups en points sur ces unités, j'ai pas réussi à les trouver, ceux du codex sont pas bons évidemment, donc je sais pas exactement combien ça va coûter. Maintenant, les profils sont strictement identiques à ceux que vous aviez avant et à ceux que vous avez en Drukhari. Le changement, c'est que l'archonte Inari, lui, évidemment, il n'a pas les jetons de souffrance, là, les points de souffrance, pour renforcer les unités. Donc, à la place, il va permettre de relancer les blessures de 1 ou relancer tout le jet de blessure si l'unité qu'il mène est en dessous de sa force initiale. Et il donne moins 1 CP sur un stratagème par round. Il donne pas le fait d'augmenter le prix des NPC d'un stratagème ennemi. Donc en gros, il a la même aptitude qu'un autarque, sauf que c'est pas le même nom que l'aptitude de l'autarque, et donc vous pouvez faire ces 2 aptitudes à chaque round. Ça reste un personnage qui, au corps à corps, peut faire un peu mal. Anti-infanterie 3+, PA-2, dégâts 2. Voilà. Et puis, le fait de pouvoir faire des stratagèmes moins chers, ça sera très utile dans le détachement Inari. La succube Inari, comme la succube Drukhari, c'est pas un personnage incroyable. Elle donne frappe en premier si l'unité qu'elle mène est en dessous de sa force initiale. Mais bon, elle va mener que des sérastes, et en général, les sérastes, soit elles sont en vie, soit elles sont mortes. C'est un peu une unité de Schrödinger. Il n'y a pas vraiment d'état où elles ont juste perdu une figurine, c'est quand même assez rare. Donc, bon, je sais pas trop. C'est un personnage qui n'a que 6 attaques, qui touche à 2, anti-infanterie 3+, PA-2, mais dégâts 1. Bon, moi je l'aime pas trop en Drukhari, et je suis pas sûr qu'en Inari elle soit particulièrement intéressante non plus. Vous avez quand même beaucoup de choses. Je rappelle que dans le détachement Inari de ce codex Eldar, vous pouvez jouer toutes les unités Eldari classiques, sauf les persos nommés non Inari. Donc vous avez des meilleurs choix que la succube pour aller faire du dégât, même vous avez des meilleurs choix que la succube et les sérastes d'ailleurs pour aller faire des dégâts. Donc je sais pas si c'est très intéressant, sauf si vraiment vous avez envie de jouer une armée mixte Drukhari et Eldari. Les incubes, eux, sont complètement inchangés, ils forcent un test d'ébranlement, ils ont toujours leurs 3 attaques de force 4, PA-2, dégâts 2. C'est une unité qui en Drukhari est bonne parce qu'elle peut être buffée. Ici, vous allez pouvoir la buffer avec Yvrain pour la relance des blessures et éventuellement avec le Vizark pour combat en premier. Mais ça reste un pack. S'ils sont au même prix que chez les Drukhari, c'est de mémoire 190 points les 10 ou 85 points les 5.
Est-ce que vous allez avoir envie de jouer ça quand vous avez des Banshee qui tapent mieux, hein, parce que elles ont une attaque de moins, mais elles sont anti-infanterie 3+, donc elles blesseront toujours mieux et elles seront moins chères. À part que là, vous avez peut-être une sauvegarde un petit peu meilleure. Bon, je sais pas. Si vous jouez Inari, vous serez content de les sortir parce que ça reste une bonne unité. Mais si vous êtes en mode compétitif et que vous savez pas quel détachement choisir, c'est sans doute pas ça que vous allez prendre. Les guerriers des Cabales Inari, alors eux, ils ont le sticky objectif comme Androkari, sauf que ça, l'adversaire le reprend au début, à la fin d'une phase, pas du tour. J'ai l'impression que Games Workshop est en train de changer toutes ces règles de sticky objectif pour que ça fonctionne à la fin ou au début d'une phase et pas d'un tour. Ce qui, unifie le tout, pourquoi pas, why not. C'est pas, les guerriers cabalistes, c'est une bonne unité, ils ont une grosse variété d'armes spéciales. La problématique, c'est qu'ils sont obligés de prendre une de chaque, ils peuvent pas spammer la même, mais ça reste quand même une unité très polyvalente. Pas si faiblarde que ça, c'est qu'une sauvegarde à 4, mais il y a quand même l'invulnérable à 6, ça bouge à 8 pouces, bon, pourquoi pas, c'est intéressant. Les Sérast, là, il n'y a aucune raison de les prendre, même en Inari, vous avez des unités de corps à corps qui font tout mieux qu'elles, donc l'intérêt est très limité. Elles font toujours leurs règles qui forcent l'ennemi à faire des tests de fuite désespérés s'ils essaient de s'échapper au corps à corps avec vous. Maintenant, c'est quand même que 3 attaques, 2 force 3, PA-1, dégâts 1. Les scorpions tapent mieux, les banshees tapent mieux, donc ça, on sera sans doute moins cher que des scorpions et des banshees, mais là vous êtes encore plus faible. Concrètement, n'importe quel tir en état d'alerte va détruire l'intégralité de votre unité, il suffit de 3 lance-flammes pour que l'unité disparaisse de la table. Je sais pas si vous allez vraiment beaucoup les jouer, ces unités-là. Maintenant, si vous jouez en Inari et que vous en avez, vous allez peut-être les sortir parce que c'est rigolo. Mais en tout cas, si vous jouez en compétitif, je pense que le détachement Inari, vous le verrez pas parce que ces unités-là, elles sont juste moins bonnes que les unités Eldar et qui seront mieux boostées dans d'autres détachements, quoi. Les écumeurs, les motojets, c'est peut-être l'unité Inari que vous aurez peut-être envie de sortir. Pourquoi ? Parce que c'est de l'OC2, ça bouge à 16, endurance 4, 2 PV, sauvegarde à 4, un vulnar 6. Vous pouvez leur coller quand même quelques armes spéciales, notamment une lance de feu, lance thermale, là, qui est pas mal. Et puis, ils font toujours leurs blessures mortelles quand ils survolent une unité ennemie, sachant que maintenant, si vous choisissez non pas de prendre lance sur les armes de mêlée, parce que pourquoi vous prendriez ça, les armes de mêlée sont nulles, vous allez surtout prendre maintenant les caltropes, puisque les caltropes, vous relancez pas un des 6 sur le jet de blessures mortelles quand vous survolez une unité, vous relancez tout le jet. Donc c'est un petit peu plus intéressant quand même, ça veut dire que pour chaque modèle, si vous prenez une unité de 6, vous jetez 6 dés, sur chaque 4+, vous faites une BM et vous pouvez relancer. Donc en stade, vous allez en faire facilement 5, c'est pas mal. En stade, 4 ou 5, c'est pas mal. Le Raider Inari, ça c'est le transport. Si vous jouez des Drukhari et des Inari, vous allez évidemment les prendre. Vous mettrez peut-être vos incubes avec le Visark et notre ami Ivrain aussi. Maintenant, ça reste un véhicule qui a une lance des ténèbres, hein, c'est pas dégueulasse, ça bouge très bien, ça fait des avances auto à 6, une invulne à 6, pourquoi pas, dans le détachement Inari, c'est un bon véhicule. En Drukhari, moi j'en joue, même si la plupart des gens préfèrent les Venom. Et en parlant de Venom, vous l'avez ici aussi, il est complètement inchangé par rapport au codex, c'est juste qu'il ne peut transporter que des unités Drukhari Inari, vous pouvez pas mettre de petits Eldar dedans. Ça reste une bonne unité, vous lui mettez double canon éclateur, vous êtes en amphi infanterie 3+, touche soutenue 1, ça vous fera au total 6 tirs de force 3, PA-1, dégâts 2 qui blesse l'infanterie sur du 3+. Bon, pourquoi pas, ça peut nettoyer quelques Space Marines aussi de temps en temps. Et puis surtout, quand vous avez débarqué, à la fin du tour, vous pouvez réembarquer dans le transport, sauf si vous êtes au corps à corps. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des débarquements, tirer et réembarquer, ce qui est très bien, c'est vraiment plutôt cool. Voilà un peu pour le tour de toutes ces unités. Alors, il y a quelques trucs un peu débiles dans ce codex qui vont devoir être retouchés, je pense. La charge à 24 pouces avec Laikis dans les araignées spectrales, l'avancée charge avec avance auto à 6 avec Jainzar dans les Banshees, ça fait des alpha strike un peu pénibles. Maintenant, c'est pas non plus complètement insoutenable parce que c'est des unités qui disparaissent très vite. Elles sont pas très solides. Alors certes, vous allez pouvoir les faire dégager, vous faites tirer dessus par une unité, vous utilisez un jeton de transguerrière ou de battle focus pour vous barrer d'un D6+1, mais ça veut pas forcément dire que vous arriverez à vous mettre hors de portée ou à couvert de tous les autres tirs de l'armée ennemie. Là maintenant, l'Eldar, vous êtes très cher en points, vous allez avoir beaucoup moins de choses sur la table qu'auparavant, et vous êtes moins stable puisque vous avez plus de remplacement auto avec des 6 partout et des dés de destin. Donc ça va être un peu comme les Drukhari, ce qui est bien, c'est-à-dire que ça pardonne pas. Si vous placez mal, si vous faites des bêtises, ça pardonne pas, vous allez vous prendre la sauce. Vous avez plus de manières de récupérer une erreur avec tous les petits tricks de mouvement que vous pouvez faire, et plus de manières d'aller contrôler la table. Par contre, vous êtes très fragile aussi.
Maintenant, on l'a vu, les détachements sont quasiment tous, même je pense tous, bien écrits et intéressants. Les unités ont tous leur rôle à jouer. Là, c'est des coups en points initiaux, ça sera rééquilibré si jamais des choses qui sont trop chères. Je vois que dans les guerriers aspects notamment, les trucs sont quand même très chers, à voir s'ils baissent pas un petit peu. Maintenant, les règles sont aussi très bonnes. Le fait qu'on ait plus des blessures dévastatrices partout, ça stabilise un peu le jeu aussi et ça évite des craquages débiles. Je trouve qu'honnêtement, c'est plutôt une amélioration. Maintenant, c'est cher en points, à voir sur la durée comment ça se tient. Je pense que le Codex Eldar va être au-dessus de la méta. Avant que Games Workshop le rééquilibre, il y a quand même des unités qui sont très fortes, des combos qui sont très forts, des règles qui ne demandent pas beaucoup de réflexion pour avoir un résultat très bon. Mais je pense aussi que ce sera surtout les joueurs de tournois très très bons qui arriveront à performer très très bien. Je pense que sur table, entre amis, ça restera une armée qui est agréable à affronter parce que ça sera pas de l'optimisation maximale de partout. En tout cas, je pense que c'est un super codex, je pense que les joueurs Eldar peuvent être très contents. Il y a des petites déceptions avec des persos qui dégagent, avec quelques nerfs par-ci par-là, mais globalement, vous avez un livre d'armée qui est très bien écrit, qui est ultra riche, qui a plein d'unités vraiment cool, avec des règles intéressantes, avec des profils qui sont lissés. Je pense pas qu'on va vous haïr comme au début de la 10e édition quand vous étiez en index. Je pense que vous pouvez sortir votre armée sans que votre adversaire dise « Ah non, pas des Eldar ». Donc, je pense que c'est une victoire parce que la plupart du temps, quand un codex Eldar sort, il est pété de partout. Là, je pense qu'il y a quelques trucs peut-être un peu trop forts, mais je sais pas si tous les joueurs sauront en tirer avantage. Donc, c'est fort, c'est sans doute plus fort que ce qui est déjà sorti pour l'instant, c'est toujours le cas avec les Eldar, mais je pense que c'est pas non plus débile. À voir, le temps nous le dira, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, désolé pour la qualité de certaines captures d'écran, de fiches d'unités qui sont pas tout à fait à jour, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas le codex en avance, donc j'ai récupéré des infos à droite à gauche dans d'autres vidéos, d'autres leaks sur Discord, sur Reddit, c'était pas évident, ça m'a demandé 2 jours de boulot, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao!